De toute façon, on est toujours esclave des chiffres sur le bateau. Et des chiffres, en voici. Date, samedi 9/09/2023, lieu 29 680 Roscoff, 54e édition de la solitaire du Figaro-Paprec, 32 marins, veille de la 3e et dernière étape. Sur les pontons, les préparateurs peaufinent leur ouvrage pendant que les marins cogitent sur la météo et le parcours modifié. Pour le parcours de la 3e étape de la solitaire du Figaro, comme une dorsale anticyclonique est vraiment présente sur le golfe de Gascogne, on a été contraint de se rabattre sur le parcours alternatif prévu dans la vie de course, qui est un parcours qui, au lieu de traverser 2 fois le golfe de Gascogne, vient chercher un point sur la côte atlantique. En l'occurrence, c'était la bouée de Attente-Arcachon, à la sortie du bassin d'Arcachon. Mais même sur ce parcours alternatif, compte tenu de la situation météo qui était vraiment faible sur le golfe la semaine prochaine, on a été obligé de l'adapter légèrement pour remonter un petit peu cette marque-là et assurer aux marins d'arriver dans la journée du jeudi. Dans quelques heures, ils se retrouveront seuls sur leur navire, à bord desquels l'électronique est indispensable et certains marins se révèlent plutôt ingénieux. Benoît Mariette, 5e au général, a conçu avec Gwenolé Gainé et David Leven un astucieux programme. Nom, Winbag, explication. Je crois que tout le monde l'utilise et c'est quand même un bel outil pour savoir où on en est à n'importe quel moment en vitesse par rapport aux concurrents. Sans rentrer dans le détail, en fait, on utilise les données des systèmes anti-collision des autres bateaux pour refaire des calculs sur les vitesses. On s'arrache un peu les cheveux parce qu'en fait, c'est parfois un peu dur d'être objectif sur la vitesse des bateaux quand on est en mer. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être rapide ou l'impression d'être lent, mais les impressions ne sont pas toujours bonnes et c'est un peu amplifié par notre état mental à ce moment-là, etc. Et là, c'est quelque chose de parfaitement objectif et c'est visuel. Sur l'écran de l'ordi, on sait exactement le classement de vitesse instantanée ou sur des durées à choisir de tous les bateaux. Et donc parfois, ça nous remonte le moral quand on croit qu'on n'est pas rapide. Quand on regarde autour, on se dit non, faut être objectif et c'est pas si mal. Ou au contraire, on se croit dans une bonne phase et puis en fait, on est le plus lent de la flotte. Donc moi j'ai un peu le nez rivé dessus pendant toute la course, mais je crois que c'est le cas de pas mal de monde. Pouvoir se comparer, là est l'ADN même de cette course, la monotypie. Chacun a la même monture, seul le marin fait la différence. On le sait, sur une solitaire, tout peut se jouer jusqu'au dernier instant. Mais pour Guillaume Pirouel, la sentence a été rude sur l'arrivée de la 2e étape. Il affiche plus de 14 heures de retard sur le leader au général, Basile Bourgneau. Sauf énorme coup du sort Mais non, des étapes comme ça où il y a 15 heures d'écart, je pense que ça se voit une fois tous les 20 ans. Ouais, j'y pense plus au classement général, c'est derrière moi. L'objectif principal, il est plus là, quoi. Il y a plus vraiment d'objectif. Après, ce serait beau quand même de faire un beau résultat sur cette 3e étape. Ça montrerait que je sais rebondir et que je sais aller au-delà du fait d'avoir raté ce classement général. Alors rendez-vous demain à 14 h pour le départ de l'ultime étape. Et ravi de vous retrouver en direct du port du Bloscon, ici à Roscoff, pour vivre l'épilogue du feuilleton de l'été, la solitaire du Figaro-Paprec. Nous allons vous commenter les images du départ. Philippe Eliès est à mes côtés, journaliste au Télégramme, un garçon de la baie de Morlaix. Bonjour Philippe. Bonjour Serge, oui, Comment ça va? Très bien, avec ce temps, cette météo incroyable, ça va très bien. Je crois que c'est une habitude en baie de Morlaix d'avoir ce soleil, hein, Philippe. Oui, on va dire que c'est ça toute l'année. Non, Serge, on n'a pas cette météo-là. Et là, la baie de Morlaix s'est habillée de ses plus belles couleurs pour ce départ de la 3e étape. Alors, nous découvrons les images de mer. Il faut savoir qu'il y a un parcours côtier qui est prévu pour les 32 figaristes
Et on a appris une nouvelle il n'y a pas très longtemps, il est possible que nous ayons un retard. Alors qu'ici, sur le port du Bloscon, il y a de l'air, mais peut-être qu'au large, c'est un petit peu plus mou, mon cher Philippe. Ben, la baie de Morlaix, elle est un peu spécifique, c'est-à-dire que c'est comme toutes les baies, elle est perturbée par la côte. Et ici, on a Saint-Paul-le-Léon, on a Carantec derrière, et on a du vent. Là où nous sommes, Serge, mais effectivement, sur l'eau, on le voit à l'écran. Ça n'avance pas très vite, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Donc c'est assez logique que le comité de course attende des conditions un peu plus stables pour envoyer le départ. Alors ça, nous le verrons d'ici quelques instants, parce que la procédure de départ est fixée à 13h52, mais auparavant, je vous invite, mon cher Philippe, ainsi que nos internautes, à découvrir le parcours de l'étape numéro 3 qui est un petit peu modifié. On découvre ce parcours en images. Alors nous sommes ici, évidemment, en baie de Morlaix. Ça va défiler, le petit parcours, on va le découvrir dans un instant. Et nous avons donc l'Occidental de Saints. Et nous avons aussi un parcours qui emmène des concurrents jusqu'au niveau du Cap Ferré, département de la Gironde, et un retour sur Périac-sur-Mer. Et donc il y a eu une réduction de parcours, 470 000 nautiques. Alors pour quelle raison le parcours a été modifié, raccourci? Yann Château, le directeur de course, nous l'explique. Parcours de la troisième étape de la Solitaire du Figaro, comme une dorsale anticyclonique est vraiment présente sur le golfe de Gascogne, on a été contraint de se rabattre sur le parcours alternatif prévu dans la vie de course, qui est un parcours qui, au lieu de traverser 2 fois le golfe de Gascogne, vient chercher un point sur la côte atlantique. En l'occurrence, c'était la bouée de Attente-Arcachon, à la sortie du bassin d'Arcachon. Mais même sur ce parcours alternatif, compte tenu de la situation météo qui était vraiment faible sur le golfe la semaine prochaine, on était obligé de l'adapter légèrement pour remonter un petit peu cette marque-là et assurer aux marins d'arriver dans la journée du jeudi. Et nous avons l'explication, Philippe Elias. C'est vrai qu'il y a une vraie incertitude, encore une fois, j'ai envie de dire, concernant la météo qui a joué un sale tour à certains marins sur l'étape 2 entre Kingsale et la baie de Morlaix, Philippe. Bah, je crois que cette 54e édition de la Solitaire du Figaro-Paprec sera placée sous le signe du petit temps, des conditions foireuses. On n'aura pas eu de grosses conditions comme on a pu l'avoir notamment dans la dernière étape l'an passé. C'est une édition avec pas beaucoup de vent, donc forcément la direction de course a été obligée d'adapter. Il y a des obligations aussi liées aussi aux partenaires. On ne peut pas arriver n'importe quand, n'importe comment. Yann Château a fait en sorte que le parcours arrive jeudi. C'est quand même l'objectif, c'est que tout le monde arrive jeudi à Piriac-sur-Mer. C'est exactement ça. Alors Piriac-sur-Mer, 470 000 nautiques. Nous avons présenté les marins ce matin. À partir de 10h30 et jusqu'à 11h, d'ailleurs il y avait beaucoup de monde sur le village. Ça c'était plutôt rassurant. Nous avons des images que nous commentons et notamment que s'est-il passé au moment de la présentation des skippers, c'est ce que l'on découvre en ce moment. Voilà. Beaucoup de monde, c'était tout à fait intéressant. Les skippers qui étaient salués par le public, alors certains marins ont bénéficié de davantage d'applaudissements parce qu'il y avait quelques clubs de supporters. Et tu les connais bien, Philippe, les marins de la région, que sont notamment Elodie Bonafous et Charlotte Thivin. Adorable navigatrice. On le voit à l'écran, il y avait les supporters de Charlotte Thivin, Go Charlotte, il y avait son papa qui est un navigateur qui a fait quand même beaucoup de courses ici dans la baie de Morlaix. Elodie Bonafous, elle a navigué, alors c'est de l'autre côté de la baie, c'est du côté de Le Quirec, mais ce sont les deux régatières originaires de la baie de Morlaix, elles ne sont pas les seules. On a quand même produit quelques grands marins ici dans la baie de Morlaix. Aramel Lecléage, Jérémy Bayou, Nicolas Troussel, Bruno Jourdain, Ewen Lecléage, j'en passe et des meilleurs. Damien Cloirec qui est aujourd'hui préparateur du bateau de Basile Borgnon, et qui a disputé, je crois, 7 fois la Solitaire du Figaro. Il y a un vivier, la baie de Morlaix produit des marins de talent tous les ans quasiment. Et alors ça, c'était les images de sortie du port du Bloscon et maintenant nous disposons des images en direct. Alors il faut savoir que le comité de course dirigé par Bruno Le Breton a envoyé un pavillon qui s'appelle l'Aperçu. Ça veut dire qu'il y a un retard. Il y a un retard. Est-ce qu'il y a un manque de vent sur la zone de départ ? On va attendre, il suffira d'être patient, ça arrive de temps à autre, l'aperçu peut durer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, on n'en sait rien du tout. Donc ce que l'on va faire, c'est vous commenter ce que l'on voit en ce moment, les bateaux qui sont sur zone. Et on va peut-être découvrir, je pense qu'on doit avoir le parcours côtier. Le parcours côtier est intéressant, c'est un parcours qui fait 7000 nautiques en baie de Morlaix, avec une zone de départ qui est située à environ 3000 nautiques ici du port du Bloscon. Alors je ne sais si on a la possibilité de nous envoyer ce qu'on appelle la carte Adrena du parcours côtier. Ben voilà, la carte Adrena. Donc, on va prendre la partie la plus droite
C'est là que se trouve le bateau comité de course et la bouée de bout de ligne. Ils remonteront sur la gauche de l'écran vers une bouée qui s'appelle la bouée au vent, qui est située à 2000 nautiques. Un bout de sécurité qui s'appelle la bouée de dogleg, un retour sous spinnaker. Et là, ils feront un grand tour en respectant une marque qui s'appelle le pot de fer pour revenir jusqu'à la chapelle Sainte-Barbe, qui est un endroit de prédilection pour les spectateurs ici à Roscoff, la bouée d'Astan et direction le Grand Large. Donc 7000 nautiques, ça devrait prendre 1h30 approximativement, alors que nous découvrons à l'image l'une des ambassadrices de la baie de Morlaix, Élodie Bonafous, à bord du voilier Quai Guinière, la vie en rose. Élodie Bonafous qui est combien en général Elle est 11e. Elle fait une très belle course, Élodie. Hein. Alors on voit qu'il y a un petit peu d'air tout de même, Philippe. Là, hein. Bon, il y a de quoi faire avancer un Figaro. Je pense que le comité de course attend que les conditions soient un peu plus stables. Alors ça peut être un vrai risque aussi. Hein. D'avoir des conditions. Non, ça peut tomber aussi d'un seul coup le vent. Bon, il y a un petit peu d'air, mais en règle générale, le comité dit il nous faut 4, 5, 6 nœuds, ce serait l'idéal. Ouais, je pense que ça ne saurait tarder. On va vérifier et on va écouter bien évidemment à la VHF les informations qui nous seront proposées par Bruno Le Breton, président du comité de course. Il y aura bien un moment ou un autre la fallait de l'aperçu, et c'est à partir de ce moment que on va commencer la procédure de départ. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé, Philippe Eliès, cette semaine à Roscoff. Que s'est-il passé sur le village de Roscoff? C'est de l'ambiance en l'occurrence. Si on peut découvrir les images, ça dure 40 secondes. C'était la fête ici et c'est devenu une habitude de découvrir ici l'ambiance sur les pontons du port du Bloscon, parce que c'est la 5e fois que la solitaire du Figaro-Paprec vient ici dans ce magnifique port en eau profonde. L'ambiance donc sur le stand de Paprec, on a eu des rendez-vous dédicaces, beaucoup de spectateurs. On a eu une ambiance assez particulière dans le sens où, vous voyez, les enfants sont venus, on a eu 600 enfants. C'était très pédagogique, on avait la possibilité de visiter les voiliers. Ça, c'est une vraie nouveauté sur la solitaire du Figaro-Paprec. Un stand d'information tenu par Augustin qui informait évidemment tous les visiteurs de ce qu'est la solitaire du Figaro-Paprec depuis son origine. La course de l'horreur, ça c'était la remise des prix. Et ça a terminé comme toujours, Philippe Méliès, par un bain de champagne. Ça aussi, ça fait partie des traditions. Hein. Bah oui, dans la voile, lorsqu'on gagne, il y a la traditionnelle bouteille de champagne. Ça fait partie des grandes classiques de la solitaire. Alors là, à l'écran, on voit qu'il n'y a pas l'air d'avoir quand même énormément de vent. Et c'est ça. C'est un peu le problème. C'est ce qui pose problème visiblement au comité de course. Hein. Ouais, alors il va falloir attendre un tout petit peu. C'est annoncé, normalement, il devrait y avoir du vent. À l'image de Maël Garnier, le skipper de Pordic, dans les Côtes d'Armor, la baie de Saint-Brieuc. C'est un bon marin, c'est un marin qui y croit, qui a confiance en lui, qui se donne beaucoup de mal, qui s'entraîne avec sérieux. Maël Garnier, c'est un garçon qui va réussir, on en est certain. Il a du talent, il a été champion de France laser, c'est quelqu'un qui sait faire avancer un bateau, qui lâche pas l'affaire. Il n'a pas été très heureux dans la deuxième étape. Et là, ça fait partie du jeu. Là. La solitaire du Figaro-Paprec, c'est une course qui se plutôt temps. Et certes, parfois, sur certaines étapes, il peut se passer des choses un peu douloureuses pour certains skippers. On a vu des favoris qui ont souffert, qui ont pris des 15 heures dans la vue. Donc mais là, c'est terrible. C'est terrible parce que, mais c'est ça aussi la solitaire, elle est belle, elle est cruelle. C'est ce qui fait le sel de cette course, c'est cruel et c'est un ascenseur émotionnel finalement. Oui, et c'est surtout les courses d'avant-saison sont souvent des courses qui sont disputées au point, et la solitaire est l'une des rares courses qui est disputée au temps. Exactement. Donc ça change un petit peu la façon de naviguer. Lorsqu'on gagne des points, on peut se permettre de terminer 3e, 4e, 5e. Là, sur la solitaire du Figaro, il faut éviter de se prendre des heures et des heures et des heures. Et sur la deuxième étape, ça a été terrible parce qu'il n'y a pas eu de vent, la barrière s'est refermée. Et des gros favoris comme Pirouel, comme Loison, comme Tom Dolan qui était en tête. Exactement. Palmieri, Charlotte Yvain qui est vraiment pas chanceuse ici à Roscoff. Dès que la course arrive chez elle, ça se termine pas très bien pour elle. On se souvient qu'il y a 2 ans, je crois, alors qu'elle était en 5e position. Terrible, le caillou. Elle s'était échouée sur un caillou qu'elle connaissait pourtant par cœur. Et là, pas de bol pour elle. Elle est arrivée au mauvais moment. Il n'y avait plus de vent, il y avait le courant contraire et elle a pris plus de 15 heures elle aussi. Alors Philippe Elias, on va évoquer le classement parce que ça c'est intéressant. Tu nous disais tout à l'heure que le classement général de la solitaire du Figaro-Paprec était un classement qui se faisait au temps. Juste avant, on va dire un petit mot sur le catamaran que l'on voit ici. Qu'est le catamaran? Et catamaran
direction de course. Et pour le départ ici en baie de Morlaix, catamaran, comité de course. C'est le catamaran de Bilou Jourdain, le We Explore. Le We Explore, qui a une particularité, c'est un bateau dont le pont est en fibre de lin. On est aujourd'hui dans la course au large en train de faire très attention à la façon dont on construit les bateaux. Il a disputé la route du Rhum avec ce bateau-là. Il a failli gagner d'ailleurs, il a dû terminer deuxième. Et ce bateau-là, il permet de suivre la course avec le directeur de course dessus. Yann Château. Et ils embarquent aussi sur chaque étape un jeune figariste ou quelqu'un qui a envie de faire la solitaire du Figaro. Et ça lui permet de vivre la course de l'intérieur, de voir un peu comment ça se passe, de voir aussi comment travaille le directeur de course. Parce que je pense que Yann Château doit dormir, à mon avis, pas beaucoup plus que les marins en mer. Et c'est une façon pour les jeunes skippers de découvrir la course au large de l'intérieur. Alors, évidemment, on a du temps, hein, puisque la procédure de départ qui est fixée à 8 minutes n'a pas été lancée. Il y aura une nouveauté l'an prochain sur la solitaire du Figaro Paprec, l'édition 2024. Tout à fait, ça a été annoncé là hier. C'est OC Sport Pendwick qui est l'organisateur de cette course qui propose cette nouveauté avec Paprec. Et la classe Figaro, en accord avec la classe Figaro et la Fédération française de voile, ils ont décidé d'ouvrir en fait la première étape de la solitaire du Figaro Paprec en 2024 à des duos amateurs. La solitaire du Figaro, c'est une course réputée. Michel Desjoyaux, qui l'a gagné 3 fois, qui a gagné 2 fois le Vendée Globe, dit que c'est la course en solitaire la plus dure au monde. D'autres marins le disent, et ça peut faire peur. Peut faire peur à des marins qui se disent bon, bah, moi j'ai pas trop envie d'aller ramasser les bouées. Donc cette course-là va permettre à des amateurs de disputer une première étape exactement sur le même parcours. Ils partiront pas en même temps que les solitaires, ils vont partir à mon avis quelques heures derrière, de façon à ne pas perturber le bon déroulement de l'épreuve. Mais ils vont partir derrière et ça va leur permettre de comprendre. Sur des bateaux identiques. Sur des bateaux identiques, sur le même parcours, de comprendre ce qu'est la solitaire du Figaro et de bénéficier aussi de tout l'aspect sécurité qui existe autour, parce qu'il y a des bateaux accompagnateurs. Absolument. Et c'est important, ça va aussi inciter des jeunes skippers amateurs ou peut-être des gens qui rêvent de faire la solitaire du Figaro, qui n'ont jamais osé, de se dire bah, moi j'y vais, je vais en voir ce que c'est. En conclusion, c'est une bonne idée, une très belle initiative, Philippe. C'est une façon d'amener des jeunes sur le circuit Figaro. On sait que le Figaro est un bateau très exigeant, c'est un monotype. Hein. Pour le faire avancer, on voit que certains sont là depuis des années. Il faut du temps parfois pour comprendre ce bateau-là, pour trouver les astuces, les petits réglages qui vont bien. Et effectivement, là on voit à l'écran que ça avance c'est Chloé Lebars, correctement. Sous pilote automatique. Je pense que ça pourrait partir d'ici peu de temps. Alors on va surveiller ça de près, on va attendre donc la fallée de l'aperçu. Alors elle prend du bon temps, Chloé, elle profite des instants encore ici en baie de Morlaix, puisque la procédure n'a pas été lancée, on le rappelle. Ouais, bah la voile, c'est pas que de la régate. Tant que le départ n'est pas donné, on a le droit d'en profiter un tout petit peu. Pendant la première et la deuxième étape, on a vu les belles images d'Alexis Courcou et de la société de production Nefsi avec des images des couchers de soleil absolument magnifiques. Grandiose. Quand il n'y a pas de baston de gros temps, ça permet aussi de prendre son temps et d'admirer. Basile Bourgnon fait une option pas très bonne au début de la deuxième étape. Il me dit mais c'est pas grave Philippe, moi j'ai vu le plus beau lever de soleil, coucher de soleil de ma vie à Chicken Rock et ça lui allait très bien. Basile Bourgnon justement, on en parle, il est en tête au général Philippe avec 8 minutes 55 secondes d'avance sur Corentin Rowe, le skipper de Banque Populaire. Le troisième c'est Loïs Bérard, skipper massif 2022, 32 minutes 42 secondes de retard sur Basile Bourgnon. Nous avons posé la question à Basile ce matin, évidemment il le sait, le matelas n'est pas assez confortable. Non, ça suffit faut être pas. Prudent jusqu'au bout, ça ne suffit pas. Hein. Oui, avec deux excités comme Corentin Rowe et Loïs Béréard derrière, ça suffit pas. Mais il n'y a pas que cela. Il faut jamais oublier qu'il y a, même jusqu'à Elodie Bonafous, qui a 4 heures ou 5 heures, quand on voit le scénario météo qui se profile, tout est possible. Tout Exactement. est possible. Eh bien écoutez, mon cher Philippe, nos amis de Nefsi Productions, à qui rien n'échappe, sont allés à la rencontre ce matin des leaders, Basile Bourgnon, Corentin Rowe, Loïs Béréard, avant de quitter le port du Bloscon. Nous les avons interrogés et on regarde ça maintenant.
Et voilà, et nous avons terminé avec l'entretien avec Loïs Béréard. Toujours une idée de ce qui se passe en ce moment en baie de Morlaix. Un plan d'eau qui ressemble à un lac, hein, Philippe Elias. Ben, un lac là, regardez en haut de l'écran, Serge, on voit comme 10-12 nœuds d'ouest. Alors hein, je ne sais pas si c'est 10, ça me paraît beaucoup. Oui, moi aussi, ça me paraît beaucoup. Est-ce que cet anémomètre est placé tout en haut de la chapelle Sainte-Barbe? Peut-être. Mais on voit Ou quand même du que côté du jardin botanique où il y a beaucoup d'air. Parce que nous, dans le dos, on sent qu'il y a du vent. Mais on voit quand même que ça commence à rentrer un tout petit peu. Je pense qu'on n'est peut-être pas très loin d'une procédure. Allez, il faut que Bruno Le Breton arrache l'aperçu du Marocain. Le Marocain, c'est le portique hein, qu'il y a sur les bateaux comités. Et lance la procédure. Ici, nous avons Orcom, Jules Delpech, qui est un bon marin, qui progresse de plus en plus et qui croit évidemment faire quelque chose sur cette solitaire. Il avait bien raison d'y croire, parce qu'il a fait un bon début de deuxième étape. Et comme les autres, il est resté piégé dans ce qu'on appelle la calmasse en baie de Morlaix. Terrible. Ah oui, ici, quand on arrive et qu'il n'y a pas de vent, on est en Manche. Hein, alors, il peut y avoir, lorsqu'il y a du courant et pas de vent, c'est terrible. Hein, c'est le garde-barrière, la barrière qui tombe. Et là, il faut prendre son mal en patience, c'est terrible. Mais cette année, on en voit quand même plusieurs des skippers qui n'étaient pas forcément devant, aux avant-postes les autres années, qui viennent jouer, qui viennent titiller devant. Là, lui, il n'a pas eu de chance, mais on en voit d'autres. Moi, j'étais assez surpris de voir le petit Benoît Tudury, sa façon de naviguer était très intéressante. Julie Simon, c'est pareil, c'est une... Alors ça, c'est l'une des révélations hein, de cette 54e édition, en même temps que Benoît Tudury. Tu as raison. Ouais, il y avait aussi, on parlait beaucoup de Charlotte Yvain et de Elodie Bonafous qu'on attendait devant et qui ont navigué devant, mais on n'attendait pas du tout Julie Simon qui vient du circuit mini, qui a fait une mini transat. Qui est partie sans partenaire. Sans partenaire, elle a travaillé toute l'année, donc c'est pas pareil de travailler, d'avoir un job à côté, puis elle a un job très prenant. Analyste financière. Exactement, elle n'avait pas de sponsor et elle vient sur le circuit Figaro, on peut légitimement s'attendre à ce qu'elle ramasse des bouées, qu'elle soit derrière. Et ce qui n'est pas le cas. Pas du tout, elle a fait une belle première étape et une très belle deuxième étape, donc... on voit qu'il y a des gens qui viennent d'autres circuits, du circuit mini, c'est pas une nouveauté, mais qui sont aussi capables de trouver les bons réglages et de naviguer devant et de prendre du plaisir. Parce que ce que disait Julie à l'arrivée à Kinsale, malgré le fait qu'elle a été déclassée, bon, c'est les règles, c'est comme ça, elle est franchie un DST, mais elle disait qu'elle prenait du plaisir, qu'elle était là pour apprendre et comprendre. Et ben, moi, je trouve qu'elle apprend très vite. Ça veut dire que dans cette classe Figaro-Beneteau, et particulièrement sur cette solitaire des Figaro Paprec, il y a du niveau. Je crois que c'est Jeanne Grégoire qui t'en parlait justement. Oui, j'avais le sentiment, moi, et je me trompais, que le niveau était peut-être en train de baisser, qu'il y avait peut-être moins de ténors. Tiens, pardon Philippe, mais là il y a de l'air. Là il y a de l'air en ce moment. Eh oui, donc le vent est en train de rentrer, c'est ce qu'on disait. Le vent est en train de rentrer, donc l'envoi de procédure, ça va être prochainement, je pense. Pardon Philippe, je vous interromps. Non, je disais que j'avais appelé Jeanne Grégoire pour faire un peu le point avec elle. Jeanne Grégoire, c'est quand même une ancienne figariste qui a fait 5e de la solitaire du Figaro. Exact. Qui est aujourd'hui directrice du pôle Finistère course au large, qui, disons-le, qui est quand même l'université de la course au large en France. C'est là qu'on forme les meilleurs marins. Je ne sais pas combien de dizaines de victoires sur la solitaire du Figaro, sur le Vendée Globe, sur la Transat Jacques Vabre, sur la route du Rhum. Et elle me disait, mais pas du tout. Pas du tout. Je pense que les figaristes d'aujourd'hui sont certainement bien meilleurs que ceux il y a quelques années. Je pense que si une grande star de la voile venait sur le circuit Figaro aujourd'hui, il aurait quelques difficultés. D'ailleurs, Armel Lecléache qui était revenu en 2019, il a fallu qu'il revienne. Il n'était pas tout seul, hein. Il y en avait plusieurs en 2019. Il y avait Joyaux, il y avait Louis Nous sommes régalés. Alain Gauthier. Mais là, tout le monde découvrait le Figaro 3. Aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il passe des heures et des heures et des heures à s'entraîner. Philippe Elias connaît Benoît Mariette, qui a mis au point un logiciel ou une application qui est absolument révolutionnaire, qui s'appelle comment? Winbag, c'est assez étonnant parce que nous, lorsqu'on est derrière notre ordinateur à réfléchir la carto comme des excités pour savoir le classement, on se demande comment ils font pour savoir qui va vite et qui va pas vite. Alors justement, Benoît Mariette nous donne l'explication et on découvre le sujet. Je crois que tout le monde l'utilise et c'est quand même un bel outil pour savoir où on en est à n'importe quel moment en vitesse par rapport aux concurrents. Sans rentrer dans le détail, en fait, on utilise les données des systèmes anti-collision des autres bateaux pour refaire des calculs sur les vitesses. On s'arrache un peu les cheveux parce qu'en fait, c'est parfois un peu dur d'être objectif sur la vitesse des bateaux quand on est en mer. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être rapide ou l'impression d'être lent, mais les impressions ne sont pas toujours bonnes et c'est un peu amplifié par notre état mental à ce moment-là, etc. Et là, c'est quelque chose de parfaitement objectif et c'est visuel. Sur l'écran de l'ordi, on sait exactement le classement de vitesse instantanée ou sur des durées à choisir de tous les bateaux. Et donc parfois, ça nous remonte le moral quand on croit qu'on n'est pas rapide. Quand on regarde autour, on se dit non,
faut être objectif et c'est pas si mal. Ou au contraire, on se croit dans une bonne phase et puis en fait, on est le plus lent de la flotte. Donc ouais, moi j'ai un peu le nez rivé dessus pendant toute la course, mais je crois que c'est le cas de pas mal de monde. Ouais. Et voilà, c'était Benoît Mariette. Et il se trouve que cette application est utilisée par la plupart des participants à cette solitaire du Figaro Paprec, Philippe. Oui, aujourd'hui, ce serait stupide de ne pas l'utiliser. C'est une sorte de mouchard, hein, appelons ça C'est vrai, un chat. Certains trouvent qu'il ne faudrait pas avoir autorisé ce genre d'application, mais ça permet de savoir si le petit camarade à côté de vous va vite ou pas vite. Parfois, vous avez l'impression d'aller vite et vous n'allez pas vite. Parfois, c'est le contraire. Donc, ça permet de se rassurer sur la vitesse du bateau, sur le placement aussi. C'est un outil qui est autorisé, donc il n'y a rien à dire. Tout le monde l'utilise et ça permet de se rassurer grandement sur la vitesse du bateau. Il est 14h06. Si vous êtes venu nous retrouver des images de voilier, le départ n'a pas été donné. Pour tout vous avouer, la procédure n'a pas été lancée par le président du comité de course. Il a envoyé ce qu'on appelle un aperçu. Pour quelle raison? Il l'ignore. Il y a forcément de bonnes raisons. Et quand on voit le vent qu'il y a en ce moment, qui n'est pas forcément violent, mais qui est suffisant pour lancer un départ, quelque chose nous dit qu'on devrait envoyer le pavillon qu'on appelle le pavillon du comité de course qui signale donc les 8 minutes, l'envoi de procédure. Voilà. Signal d'avertissement 8 minutes. Après, il y a l'envoi du préparatoire à 4. Signal d'avertissement à 1. Exactement, je cherchais le mot. Mais là, je pense qu'il attend sans doute qu'il y ait du vent sur tout le plan d'eau. On a vu sur un plan plus large qu'il y avait peut-être moins de vent à un endroit. Peut-être qu'ils ont envie de respecter le parcours qui a été le parcours en baie qui a été proposé. Alors il est important de respecter ce parcours parce qu'on a un challenge. Enfin, il y a 2 challenges sur le parcours côtier. C'est le trophée Windsor by Bollé pour Bollé, qui est l'un des partenaires, qui récompense en l'occurrence le marin qui franchit le premier la ligne de départ. Et il y a la marque Paprec qui symbolise la fin du parcours côtier. Une marque qui est primée et qui a réussi donc en l'occurrence à Gaston Morvan à 2 reprises. À l'image, le bateau de la région, j'ai envie de dire, puisque monatouenergie.fr est le partenaire d'Arthur Hubert, Stéphane Abjean, qui était avec nous hier, hein, le patron de cette société, qui croit beaucoup en Arthur Hubert. Il a bien raison, parce qu'Arthur Hubert, il a fait un très bon début de course, mais lui aussi est tombé dans cette zone sans vent terrible. Il a donc passé une partie de la nuit du côté de l'île de Bar. Il n'a pas pu profiter du décor, parce que dans ces conditions-là, on laisse plutôt la place aux larmes. Ça, c'était terrible. Hein. C'était terrible de voir le vendredi matin, de découvrir les visages de certains skippers qui étaient vraiment des favoris. Guillaume Pirouel, c'était très touchant de le voir. Il a vraiment pris un gros coup sur la tête. Alexis Loison, qui a vraiment cru la gagner parce qu'il était vraiment en tête à un moment. Alors, Alexis Loison qui a déclaré, on se souvient qu'en 2019, avec Anthony Marchand et Gilles Damaé, il a fait partie des 3 marins qui sont passés au niveau du Rat-Blanchard avant la renverse. Ce qui avait fait dire à Serge Messager, que l'on aime bien, notre ami du Figaro, les évadés de la prison d'Origny. Et Alexis Loison, en arrivant ici, il a dit « Les démons d'Origny m'ont puni et j'ai payé ma peine » quelques années plus tard, pour mon évasion. C'est comme ça qu'il a analysé la chose, c'est assez poétique, c'est assez joli. Il faut se souvenir qu'en 2019, il avait dû, avec Anthony Marchand et Gilles Damaé, mettre 7 ou 8 heures au groupe qui était derrière. Là, le pauvre Alexis, il a pris 15 heures, hein, donc c'est le double. Et ça, c'est bon. On peut revenir avec 3, 4, 5 heures peut-être, mais 15 heures, c'est vraiment rédhibitoire. Et je pense d'ailleurs que tous ces skippers-là qui ont pris cher sur la 2e étape, j'ai le sentiment qu'ils vont lâcher leur coup sur la 3e. Ça peut nous donner quelque chose de spectaculaire sur l'étape numéro 3 et peut-être déjà en mer d'Iroise, allez savoir. Hein. Autrement dit, ils vont tenter des choses et tenter des coups. Oui, ils ont tout intérêt à partir et à tenter des coups, à ne pas suivre la meute. Lorsqu'on a 15 heures de retard, si on reste dans le paquet, on n'arrivera pas. L'intérêt, c'est de gagner la 3e étape, c'est de faire un coup d'éclat. Alors, c'est un petit point technique pour nos amis de la régie. Ça nous met sur notre retour, pardonnez-moi, hein, les internautes, batterie faible reste 10%. Non pas pour les caméras, mais pour notre moniteur retour, ce qui serait ennuyeux. Oui, si on voit pas les images, ça va être dur de les commenter. Ça va être très dur de les commenter. Voilà. Eh bien, écoutez, on reste évidemment ensemble et nous attendons toujours encore de savoir à quel moment la procédure de départ sera lancée. Le golfe de Gascogne a traversé 2 fois des coups possibles, Philippe Eliès. Alors
ça a changé parce qu'ils devaient quand même aller à Riron. Ils vont plus à Riron. À Riron, l'aller-retour, c'était quand même beaucoup plus. Il y avait le vent dans l'axe, pas beaucoup de vent. Il y avait des zones orageuses. Il y avait une phase de transition. C'était vraiment très très hasardeux. Là, ils vont du côté du bassin d'Arcachon. Ça change comme la donne. C'est pas tout à fait le même parcours. Mais ce matin, je me suis amusé à appeler Tom Laperche. Et il m'a dit, mais il peut déjà y avoir des écarts conséquents en mer d'Iroise. Parce que dès le départ, là, ils vont quand même monter au près dans les cailloux. Ils vont monter au près dans les cailloux le long des côtes nord-finistériennes. Et dans les cailloux, le long des côtes finistériennes, il faut rester éveillé, il faut être dessus. Or, on est déjà avec 2 étapes de la solitaire du Figaro dans les pattes, j'ai envie de dire. Et la première nuit, Tom Laperche m'expliquait que la première nuit de la 3e étape, on a juste qu'une envie, c'est d'aller dormir. On est fatigué et là, il ne faut surtout pas aller dormir. Donc, il se peut qu'en mer d'Iroise, on ait déjà des écarts qui se créent, qu'on ait des marins qui s'écroulent physiquement et peut-être aussi psychologiquement. Et je crois que Tom Laperche a ajouté « J'aurais bien voulu être sur cette 54e édition ». Et oui, c'était marrant parce qu'il m'a dit qu'il il s'est surpris d'être complètement accro comme nous à la carto, à cliquer, à regarder. Ce matin, avant de l'appeler, il me dit j'ai fait la météo, j'ai regardé. Et il nous a avoué qu'il aurait bien aimé être au départ de cette solitaire, de cette 3e étape de la solitaire du Figaro-Paprec. On se souvient quand même de quelle manière il avait remporté la course l'an passé. Alors c'était pas les mêmes conditions, il y avait du vent, il y avait beaucoup de vent. Il était 2e derrière Guillaume Pirouel et puis il avait assommé vraiment en patron, il avait assommé la solitaire et il avait remporté ce qui était assez attendu. Moi je l'avais écrit il y a plusieurs années, c'était pas de savoir s'il était en mesure de la gagner, c'était de savoir quelle année il allait la gagner. On connaît la suite, on sait ce qu'il va faire. Il va faire de l'ultime avec François Gabard. Voilà, ça fait partie de ces jeunes marins. Ce sera le pilote en fin d'année du SVR Lazartic sur l'Arkea Ultime Challenge qui partira organisé de par Brest. OCS Sport Penwick qui partira 7 janvier de Brest et ce sera lui qui va se retrouver à la barre. Donc lorsqu'on gagne la solitaire du Figaro-Paprec, on peut se retrouver à la barre d'engins absolument magnifiques. Les ultimes sont des bateaux exceptionnels et on va retrouver Tom Laperche à la barre du bateau SVR Lazartigue. Bon, pas de nouvelles, Philippe Eliès, du comité de course. Où on en est du comité de course? Est-ce qu'on a une petite image, pourquoi pas, du comité, savoir si l'aperçu est toujours en place sur ce que nous appelons le Marocain? Là, ça avance, Serge. Pavillon qui doit être positionné sur le We Explore de Renaud Jourdain. Et là, ça avance, on le constate. Après, je ne suis pas président du comité de course, mais là, je pense qu'il y a des conditions pour le départ. Je pense que ça commence à prendre forme. On voit les bateaux qui se rapprochent. Peut-être qu'ils sont en train de se rapprocher de la ligne, prendre la ligne, comme ils disent, voir de quel côté. On nous annonce 13 nœuds devant. Eh oui, quand on voit ça, c'est pas improbable. Bon. C'est dubitatif, Philippe. Oui, bon, après, je ne suis pas sur l'eau. Donc, il faut toujours se méfier des conditions qu'on a à terre. Nous, ici, Serge, on est bien. On a du soleil dans le dos, on a du vent. Alors, on va essayer de regarder On voit qu'il y a moins de vent là. Il y a moins de vent ici du côté du bateau comité et le pavillon aperçu, je pense qu'on l'aperçoit toujours, c'est un petit pavillon triangulaire rouge et blanc. Et pour que l'on puisse pouvoir bénéficier d'une procédure, il faut affaler, donc il faut baisser ce pavillon. Ouais, ça ne saurait tarder à mon avis. Je l'espère en tous les cas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce bateau ici. Et à 300-400 mètres approximativement, on a une bouée orange qui est la bouée de bout de ligne. En fait, c'est une ligne virtuelle. Oui, et là, il ne faut pas voler le départ. Il y a une procédure et il ne faut pas voler le départ. Voler un départ, ça peut coûter cher. Ça peut coûter très cher. Oui, voilà. Enfin, en l'occurrence, il faut réparer, repasser la ligne. Ça peut être aussi un rappel général. Oui, alors quand il y a du courant, on n'est pas avec des gros coefficients de marée. Vrai. Je crois qu'on a 40-47. Lorsqu'il y a des gros coefficients de marée, le courant peut vous porter au-delà de la ligne. Donc vous pouvez la franchir avant le top départ sans presque le vouloir. Là, on est sur des coefficients de marée assez faibles. Donc je pense que ça ne va pas beaucoup influencer. Eh bien, écoutez, on a une information, mon cher Philippe Eliès. On annonce un départ possible à 14h30, ce qui veut dire un départ de procédure à 14h22. Ce que l'on vous propose, c'est qu'on va rendre l'antenne quelques instants pour mieux vous retrouver dans quelques minutes. À tout à l'heure. Et nous voici de retour, toujours avec Philippe Eliès, toujours sur le port du Bloscon, avec des images qui vont nous arriver d'ici quelques instants. On a une bonne nouvelle, affalée de l'aperçu, Philippe. Enfin, il y a du vent, donc ça va partir à 14h30, d'après ce qu'on a cru comprendre. Absolument. Donc ça veut dire que nous allons vivre d'ici quelques instants, 14h23, je pense que la procédure est peut-être déjà lancée, puisque c'est une procédure à 8 minutes. D'ici quelques instants, des images de mer avec le drone
de Frédéric Olivier, Jeff Padet qui a la caméra sur le plan d'eau et nous allons découvrir la flotte des figaristes. 32 bateaux au départ encore une fois de cette ultime et troisième étape. Une étape encore une fois incertaine en ce qui concerne les conditions météo. À l'image nous avons Gaston Morvan. C'est pas péjoratif ce que je vais dire. Gaston Morvan qui est un petit peu à l'image de son père un chasseur de primes, hein, Philippe. Et Gaston Morvan, il part très très bien. Il est bien parti à Caen, il est bien parti à Kinsale. Il a remporté 2 fois le trophée Paprec. Ouais. Alors après, il a eu moins de chance sur la finition. Alors que c'est un attaquant, c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Il a un bon sang de saurait mentir. Hein. Son papa Gildin a dû gagner 3 étapes de la solitaire, en faire une vingtaine. C'était une teigne, le géant vert, on l'appelait comme ça. C'était une vraie teigne. Et le fiston Gaston, ben, c'est pareil. Et puis on n'a pas fini d'entendre parler des Morvan, parce qu'il y en a d'autres derrière. Il y a Paul Morvan. Il y a Paul Morvan qui a remporté le tour voile. Tout à fait. Ils ont du talent dans la famille Morvan. Ils ont passé leur enfance sur des bateaux du côté des Abers. Et forcément, quelques années plus tard, lorsqu'on a été baigné par les étés solitaires du Figaro à suivre papa, à suivre la cartographie, ben, on est imprégné de tout ça et on voit très bien que Gaston Morvan, ça, comme tant d'autres, fait partie des skippers dont on va entendre parler pendant de nombreuses années. Ils ont du talent, on ne sait pas s'ils gagneront la solitaire du Figaro pas près qu'un jour, mais ils ont du talent, ils naviguent très bien. On va les retrouver en IMOCA, les Louis Béréard pareil. Exact. On va les retrouver sur d'autres supports, ces garçons. Et à l'image, nous avons le voilier du département de la Charente-Maritime, Alexis Thomas, qui est 4e au classement général, qui est satisfait. Il pointe à 2h53 minutes et il nous a déclaré ce matin, ça n'est pas du tout rédhibitoire, tout peut se passer. Lui, c'est pareil, c'est une vraie surprise, une vraie découverte. Moi, j'attendais pas à ce niveau-là. S'il est là, c'est pas un hasard. Bien sûr, les favoris, certains sont loin et on fait le deuil de la victoire. Mais il va falloir les surveiller. C'est Alexis Thomas, Benoît Mariette, Benoît Tudury, Robin Marais, même Victor Lepape, Romain Richard. Ils sont à portée de fusil des premiers. Et, selon le scénario, on peut avoir un Victor Lepape qui gagne la solitaire du Figaro Paprec sans aucun problème à Piriac-sur-Mer jeudi prochain. Tout est possible dans cette étape. Et on va bientôt assister à l'envoi du pavillon P qu'on appelle le pavillon préparatoire, qui est le pavillon des 4 minutes, Philippe. Et oui, franchement Serge, elle est pas belle cette baie de Morlaix? Ah, c'est grandiose, c'est magnifique. On a eu un accueil ici à Roscoff absolument remarquable et c'est l'occasion encore une fois de saluer toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest, c'est l'antenne de Morlaix, mais également la Brittany Ferry, qui a tout fait pour que nous soyons ici pour la 5e fois. Dans quelques instants, l'envoi du pavillon préparatoire. Nous serons donc à 4 minutes du départ de l'ultime étape de cette 54e édition de la solitaire des Figaro Paprec. Alors on voit au fond, là, vous savez ici dans la baie de Morlaix, Serge, il y a le Trégor, il y a le Léon. Ah, on y arrive. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils vont aller visiter le côté, les roches jaunes, les roches jaunes du côté du Diben, c'est dans le Trégor. Et pour revenir ici dans le Léon, l'étape s'appelle baie de Morlaix. Et alors toi, tu es Léonard ou Trégorois? Alors à la naissance, on ne demande pas à choisir entre papa et maman, c'est bâbord ou tribord. C'est le Léon, c'est le Trégor. Moi, je suis plutôt trégorois, voilà, c'est plutôt terrenès, mais j'ai habité dans le Léon à une certaine époque. C'est sympa, le Léon. C'est la baie de Morlaix, voilà. On va mettre tout le monde d'accord, c'est la baie de Morlaix, et comme j'ai dit, je suis forcément complètement chauvin, je la trouve magnifique. C'est une baie dans laquelle je suis pas étonné qu'il y ait des marins de talent. On dit ici que les cailloux traversent la route. Tous les marins qui naviguent dans la baie de Morlaix un jour se sont échoués, un jour ont galéré, un jour se sont ramassés, comme on dit. C'est une baie qui est exigeante, qui est dure. On est en Manche, dès qu'on sort un tout petit peu, vous allez voir, il y aura de la mer, il y aura de la houle. Mais c'est un vivier de champions. Oui, alors qu'il n'y a pas vraiment de structure comme on peut les avoir à Port-la-Forêt, à Lorient, à Concarneau ou encore à La Rochelle ou à la Trinité. Mais c'est une baie où il y a des gens qui naviguent. Les enfants Troussel, les enfants Lecléache ont appris avec papa et maman à naviguer ici, à faire... Armel nous disait qu'il a appris l'optimiste ici à l'âge de 9 ans. Oui, dans la baie de Morlaix. Et ce sont aussi des familles qui allaient naviguer au large. Ils allaient au Scilly, la famille Troussel allait au Scilly avec le Toquet familial. La famille Lecléache allait, Armel Lecléache et Nicolas Troussel se retrouvaient déjà à faire de l'optimiste au Scilly. Ils allaient à la dure avec des bateaux, aller parfois en été, traverser la Manche et au Scilly. Ça forme des marins et donc ce sont des régatis qui ont eu l'habitude de partir au large très tôt. Et donc d'être confronté à des mers difficiles. Philippe, on va s'intéresser au chronomètre. On n'a pas eu le décompte sur l'écran, dommage, mais nous sommes à 2 minutes du départ, me semble-t-il. Ça veut dire que
les bateaux commencent à s'aligner, évidemment. Hein. Voilà, chacun cherche sa place. Alors on a cette bouée qui est très certainement la bouée de bout de ligne et nous avons vu tout à l'heure le bateau comité, le We Explore de Roland Jourdain. Il serait peut-être intéressant, s'il a la possibilité de le faire, Frédéric Olivier, d'aligner son drone sur la ligne pour que l'on puisse assister au départ, savoir s'il est bon pour tout le monde, savoir qui a pris le meilleur départ parce qu'il est primé avec un partenaire qui s'appelle Bollé, Philippe. Alors le départ regardez, ça c'est beau ça. Le départ en Figaro, c'est un sacré le départ en Figaro, c'est un sacré sujet. Il faut se placer. Il y a comme 32 bateaux de chaque côté. On voit les foils qui sortent. Donc forcément, il ne faut pas venir faire trop de touchettes parce que ça peut avoir des conséquences fâcheuses. On a vu au départ à Caen qu'Alexis Loison avait touché. On est à 1 minute du départ, peut-être moins maintenant. Gaston Morvan qui est déjà bien placé. Arthur Hubert, monatouenergie.fr, la voile verte, Basile Société Bourgnon. d'ici, Passion Santé, Romaine Richard, Basile Bourgnon, Alexis Thomas qui a un riz dans un grand voile, je me trompe ou non? Non, il n'a pas de. Ah non, pardon, autant pour moi. Pardonnez-moi. Avec 13 nœuds de vent, non. Non, mais vous voyez. En Figaro, il faut vraiment. J'avais cette impression avec la haut du image. Voilà. Ah bah voilà. Voilà, c'est l'image que nous attendions. Bateau comité, boîte bout de ligne. Ah bah voilà la ligne. Et bah, le départ va être donné d'ici quelques instants avec un bon départ des bateaux de la Bretagne avec l'arrière jaune. C'est Gaston Morvan qui prend le meilleur départ. Gaston Morvan, Romaine Richard. Au milieu, nous avons Basile Bourgnon. Mais du côté bateau comité, on a. Oh là là. Est-ce qu'il n'y a pas des départs volés là? Eh bien écoutez, mon cher Philippe Eliès, voilà ce qu'on appelle un rappel général. Ah bah oui, c'est pas étonnant parce que oh là 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 là. Trop de monde au-dessus de la ligne. Ça veut dire que le comité de course n'a pas pu identifier ceux qui ont anticipé le départ. Il y en avait de trop. Il y a trop de monde, donc en fait, là, si je ne me trompe pas, on envoie le pavillon X. Exact. Pavillon rappel général. Donc là, ça veut dire, bon là, il continue un tout petit peu pour prendre le vent, pour se caler, pour se régler, mais tout le monde va revenir, on va relancer une procédure. Alors ça m'inquiète un peu de voir les bateaux continuer comme ça. Est-ce bien un rappel général? C'est ce qu'on m'a annoncé dans l'Oriette. Oui, bon, ça navigue toujours. Non, Curieux. ça, on voit que ça y est. Là, c'est fini, Gaston ça y est. Voilà, tout le monde a compris. Ça va en grand, ça choque les voiles, ça va revenir. Voilà. On fait un demi-tour réglementaire, ça veut dire, Philippe, qu'on repart pour une procédure à 8 minutes. Et c'est parti pour un tour. Alors il se peut là que le comité de course perde un peu patience et se dise, bon bah les gars, vous êtes bien gentils, mais là maintenant... On voit un pavillon. On va envoyer un pavillon et on va mettre le pavillon noir, c'est-à-dire que le prochain... Ah non, ils vont pas mettre le pavillon noir. Ils vont mettre un pavillon qui va peut-être pénaliser les concurrents d'un pourcentage de temps, me semble-t-il. Pavillon noir, c'est dur. Hein. Ça arrive de temps à autre. C'est dur, mais c'est... Bruno Le Breton n'est pas un adepte ou un inconditionnel du pavillon noir. Nous allons voir ce qu'il va faire. En tous les cas, il va très certainement envoyer un pavillon pour calmer les ardeurs des figaristes qui ont envie d'en découdre, incontestablement, Philippe. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, là, on voit que le vent est établi, que les Figaro, ça penche un peu, ça avance, donc on est sûr d'avoir un deuxième départ. Il y a de l'air, tant mieux. Ouais. Alors, à l'image, nous avons Arthur Hubert, monatouenergie.fr, nous avons Banque Populaire, Corentin Euro, les félins que sont Philippe Eliès, des léopards. Oui, sur la voile de la Normandie. La Normandie, pardon. Ce ne sont pas des lions, hein, attention. Hein. Ici, nous avons eu la Marine nationale Philippe Hartz. C'est bien ces images de drone qui nous permettent d'avoir un ensemble sur la flotte des 32 Figaro Beneteau 3 qui sont au départ de cette ultime étape. C'est un peu le feuilleton c'est le feuilleton estival dans le milieu de la voile, cette solitaire des Figaro Paprec. C'est la grande classique, c'est l'épreuve phare. On a eu comme 2 belles épreuves cette année du circuit Figaro, la Transat Paprec en double entre Concarneau et Saint-Barth qui a été remportée par Loïs Béréard et Charlotte Yvain. Exact. Et derrière en solitaire, il y a la solitaire du Figaro Paprec. Il y a 5 épreuves qui comptent pour le championnat de France élite de course au large. Avec des coefficients différents, absolument. Le plus gros coefficient, il y a le Tour de Bretagne, il y a le trophée Guy Cotten, Grand Prix de Concarneau, et il y a la première course la Solo Maître Coq. À la Solo Maître Coq, avec des coefficients différents, et le plus fort coefficient, c'est la Solo, c'est la solitaire du Figaro Paprec, coefficient 5. Parce que c'est la course que tout le monde rêve de remporter, c'est la course de référence, c'est celle qui a consacré les plus grands marins français. Et c'est la course pour laquelle on se prépare avec beaucoup d'attention. Alexis Loison me disait, c'est dommage parce qu'on est pénalisé, on est un peu puni et on s'entraîne dur, même l'hiver, mois de janvier, décembre, c'est pas facile, mais on sort tôt,
on se donne beaucoup de mal, on se prépare comme il le faut pour ce grand rendez-vous annuel. Et bon, il arrive ce qu'il arrive, évidemment. Ça commence très tôt dans la saison, hein, février-mars, ils sont à l'eau, ils s'entraînent, il fait pas beau, il fait froid. Hein, ils vont s'entraîner à Port-la-Forêt, où ils font des parcours, ils s'entraînent, ils prennent des départs. On se rend pas compte de tout ce travail qui est fait. Dans différentes conditions de temps, beaucoup de vent. Parfois, il est sorti dans la pétole, justement. Mais oui, parce qu'on a tendance à oublier que le peu de vent fait partie de la régate. La voile, c'est pas uniquement du vent établi dans la même direction. Ce serait chiant comme la pluie d'avoir le même vent, la même direction sur une étape. Ce serait une course de vitesse. Et ben non, la météo, on dit tout le temps, crains le pire et espère le meilleur, mais contente-toi de ce qui vient. Ben c'est ça, la voile. Il faut prendre il faut faire avec ce qu'on a. Et sur les 2 premières étapes, il n'y a pas eu beaucoup de vent. Là, on n'aura pas beaucoup de vent non plus. Ils vont devoir faire avec, s'adapter. Michel Desjoyaux dit celui qui gagne la solitaire du Figaro Paprec, c'est celui qui fait le moins d'erreurs et qui s'adapte le plus à tous ces changements. Faire preuve de régularité toujours encore, Philippe Eliès. On va retrouver les images d'ici quelques instants. Je vous rappelle qu'il y a eu un rappel général. Ça veut dire que le comité de course n'a pas pu identifier ceux qui avaient anticipé ce départ. Donc, procédure à nouveau à 8 minutes. Ils vont la lancer d'ici quelques instants et nous allons vivre, on l'espère enfin Philippe, un bon départ pour cette 3e étape qui est attendue, hein, véritablement. Une étape de tous les dangers, pourquoi pas. C'est l'étape où, à Périac-sur-Mer, on va connaître le nom du vainqueur de la 54e édition. On a tendance à penser que les 3 premiers au classement général sont favoris, ont pris une option, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a 12 bateaux qui peuvent gagner. Et moi, je suis incapable de dire qui va gagner. Alors maintenant, pour avoir discuté... Et c'est tant mieux. C'est ça qui est bien, c'est que heureusement, moi j'ai trouvé que cette édition de la solitaire du Figaro Paprec était très intéressante parce que ça redistribue tout le temps. Alors c'est un peu dur pour les favoris, mais souvent la solitaire du Figaro, les favoris sont devant, ils sont toujours là, on les attend et on les retrouve finalement toujours. Il n'y a pas de surprise sur la solitaire du Figaro. Et cette année, c'est un petit peu différent, la météo redistribue complètement les cartes. Et bon, on regarde les 3 premiers, c'est quand même 3 marins trinitains qui s'entraînent au pôle Finistère, course au large Port-la-Forêt. J'ai envie de dire quand même, il n'y a pas beaucoup de surprises. La surprise quand même, c'est... moi je suis assez épaté par Basile Bourgnon, 21 ans, sa 2e saison sur le circuit Figaro. Basile Bourgnon, une espèce de sérénité incroyable, un calme, il prend du plaisir, il est serein, il n'a pas la pression. Les 2 autres, ils ont un peu plus la pression que lui, parce que Basile Bourgnon, il se retrouve en position de la gagner, mais ce n'était pas du tout l'objectif de la saison. Et lorsqu'on est détendu, on dit souvent que le vainqueur de la solitaire du Figaro, c'est celui qui a une espèce d'état de grâce. Et j'ai l'impression qu'elle a touché, elle est venue frapper un peu l'épaule de Basile Bourgnon cette année. On va voir, peut-être qu'il ne va pas gagner, mais en tout cas, il dégage une sérénité, une force. C'est assez impressionnant à 21 ans. On en reparle dans quelques instants, Philippe Eliès, un petit panneau d'attente, et on se retrouve dans quelques minutes.
Georges Priol qui a eu la gentillesse de me répondre, qui m'a dit départ donné à 14h43, Philippe Eliès, dans 2 minutes. Espérons que ce soit le bon. Enfin, on va enfin les voir partir. On espère vraiment qu'ils vont pouvoir quitter la baie de Morlaix et se diriger vers les pointes bretonnes. On a comme l'impression qu'il se plaise ici, Philippe. Bah, ma foi, avec le temps qu'il fait, moi je resterai bien naviguer un petit peu à quelques jours en baie de Morlaix. Non, il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent. On les attend jeudi à Piriac. On a envie de la voir, cette belle régate, cette belle troisième et dernière étape. Il est possible que nous passions encore quelques nuits blanches parce que la cartographie va nous intéresser. Voilà les bateaux qui sont en approche à nouveau de cette ligne de départ et nous retrouvons à peu près les mêmes. Hein. Autrement dit, monatouenergie.fr, Teamworks, Nils Palmieri, alors Monatou Énergie, Arthur Hubert. Nous avons les bateaux de la Massif, ici celui de Charlotte Thivin, de Loïs Béréard. Les bateaux se positionnent derrière la ligne, Philippe. Ah ouais, et puis on voit que ça commence déjà à Romain venir. Le Gall, le bateau Centre d'Excellence Voile de La Rochelle Secours Populaire. Alors c'est moi où on voit une espèce de banc de brume derrière. On a l'impression qu'on n'a pas une grande visibilité. Hein, on a eu quand même pas mal de brume sur Roscoff ces derniers jours. J'espère que c'était quotidien. Hein. J'espère que ça va pas chasser le vent. Allez, voilà, les bateaux vont s'aligner. Aurons-nous une image de drone? Ce serait pas mal. On va voir ça d'ici quelques instants. Arthur Hubert bien positionné. Voilà. Voilà le bateau comité. Oh là 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 là, c'est encore chaud cette histoire. Gaston Borvan ici, top départ. Rappel individuel. Pour qui? Peut-être bien pour l'ami Gaston. Hein. Eh ben moi j'avais le sentiment qu'il était un petit peu trop tôt. Le comité, regardez, oui, il fait demi-tour, il a compris lui. Gaston Voilà. Borvan. Bon bah la prime cette fois-ci elle n'est pas pour lui. Alors non, la prime n'est pas pour lui. On ne peut pas gagner à tous les coups. Alors ici on a le bateau, me semble-t-il, du Godalen, le Yacht Club de Senner. Donc on a un bon départ pour tout le monde, sauf pour Gaston Borvan, le skipper de Bretagne CMB Performance. C'est parti du côté bout de ligne. Hein. Bout de ligne, et on voit que Corentin Auro et Basile Bourgnon, ils sont pas très loin dès le départ. Est-ce que c'est déjà un hasard ou pas? Hugo Dallène au premier plan, bord à bord avec Nils Palmieri, ça avance bien, il y a du vent sur le plan d'eau, ça c'est rassurant. Hein. Oui, alors Hugo Dallène c'est pareil, lui c'est une belle... Vainqueur de la Mini Transat 650. Hein. Eh oui, et on l'a vu que sur la Transat Paprec en double, il était très à l'aise. C'est pareil, ça fait partie des skippers qu'on va retrouver dans les prochaines années aux avant-postes. Quelqu'un qui sera en mesure de gagner la solitaire un jour. Le départ de la 3e étape de la solitaire du Figaro Paprec, dernière étape, ultime étape de cette course incroyable vient d'être donnée. Et un rappel individuel, Gaston Borvan, le skipper de Bretagne CMB Performance, a été un petit peu trop gourmand. C'est comme ça, c'est au mètre près, hein, Philippe. Oui, mais c'est bien. Moi, bon, alors dommage pour lui parce que effectivement, la route est longue. Hein. La route est longue et puis de toute façon, Gaston, j'ai discuté avec lui avant-hier soir. Gaston, il va attaquer. Elle lui reste en travers de la gorge sur la 2e étape. Il va attaquer, il va lâcher les coups. Il a bien raison. Il faisait partie des skippers qui ont lâché quelques larmes, Gaston. Hein. Oui, parce que c'est dur lorsqu'on se prépare une saison, qu'on pense Figaro, qu'on matin, midi et soir, qu'on s'entraîne, qu'on ne fait que ça, qu'on n'a que ça en tête et on en passe des heures et des heures et des heures à trouver le bon petit réglage, le petit truc qui va bien, qu'on fait des entraînements à Port-la-Forêt, qu'on est devant, qu'on fait des transats, on est devant, on est tout le temps devant. On est devant la première étape et la 2e étape, bim, voilà, c'est le coup de massue qui tombe, il n'y a plus de vent et on se retrouve derrière. Alors, quelques choix de route différents. Ils ont une marque de parcours à respecter qu'on appelle la Bouée au vent, qui est située à 2000 nautiques de la ligne de départ. Certains sont partis tribord à mur, c'est le cas de la flotte qui est au premier plan. D'autres sont partis bâbord à mur sur une autre partie du plan d'eau. Ils devront de toute façon enrouler cette marque et se retrouver donc du côté de la marque au vent qu'ils laisseront sur leur bâbord avec un bout de dégagement, un bout de sécurité qu'on appelle un bord de dogleg qui fait quoi, une 50aine de mètres, histoire d'envoyer des spinnakers. Ça évite que les bateaux se croisent pour le retour. Hein, oui, c'est ça, et puis ça évite surtout qu'il y ait trop de bateaux qui arrivent ensemble. Ce sont comme des monotypes, donc ils vont à des vitesses qui sont très très proches. On n'imagine pas 30 bateaux à la même bouée en même temps, avec des foils qui dépassent de chaque côté. Il pourrait y avoir de la casse. Donc on appelle ça un dogleg, c'est 2 bouées qui sont un peu décalées, qui permet aux marins de manœuvrer un peu plus sereinement. Et là on voit qu'ils vont monter en fait sur un plateau qui s'appelle le plateau des Duons. Tous les gens de la baie de Morlaix le connaissent. C'est un endroit. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce plateau? Il y a une espèce de petite tourelle, on appelle ça la tourelle des naufragés. C'est un endroit où
Je me rappelle d'un départ ici de la solitaire du Figaro où ils étaient passés entre le plateau du Haut et ce qu'on appelle les Bézéières. Il y avait vraiment beaucoup de courant, c'était très impressionnant et plusieurs skippers nous avaient dit qu'ils se demandaient un peu ce qu'ils faisaient là. Et là, le parcours les amène jusqu'au plateau des Duons, mais ils vont revenir après jusqu'à la pointe du Diben. Donc en fait, ils vont pas aller là où c'est dangereux. Le courant, on n'en parle pas en ce moment, hein, véritablement. J'ai pas regardé précisément, mais les coefficients de marée, Serge n'était pas très important. Je crois qu'on est à 40, 45 ou 47. Donc là, Donc c'est insignifiant, quoi. disons que Pratiquement insignifiant. voilà, avec le vent qu'il y a, le peu de courant, voilà, il faut en tenir compte, mais ça va pas jouer comme ça a pu jouer à l'arrivée de la deuxième étape. Voilà, les skippers qui sont partis pour une longue étape, 470 000 nautiques. Direction le golfe de Gascogne, direction une marque de parcours qui est située pratiquement à la latitude du d'Ourtin, je crois, ou du Cap Ferret. Mais auparavant, il faudra parer, selon l'expression consacrée, la mer d'Iroise et l'occidentale de Saint qu'ils devront laisser sur leur gauche à bâbord. Et il peut y avoir déjà quelques petites options de prise par certains marins. Ouais, ils vont naviguer comme on les voit là, ils vont naviguer penchés. Là, ils ont avant dans l'axe de la route pour atteindre la pointe ouest bretonne. Donc ils vont tirer des bords, donc ça va être penché, ça va être dans les cailloux, à l'abri du courant. Là, il faudra être très très réveillé déjà pour aller jusqu'à la pointe bretonne, jusqu'à l'occidentale de Saint. Il va falloir avoir les yeux bien ouverts et regarder le plan d'eau et regarder le wingback, regarder les concurrents. Il va se passer déjà plein de choses cette première nuit de course. Il y a eu 3 rappels individuels. On a eu le numéro 27, qui est Gaston Morvan, Bretagne CMB Performance. Le numéro 7, me semble-t-il, d'après ce qu'on m'a annoncé en régie. Arthur Hubert, qui était juste à côté Hubert, de lui. la touénergie.fr. Et un autre, Romain Legal, le cagnard numéro 3. Centre Excellence Voile, Secours Populaire 17. 3 marins qui ont eu l'obligation de repasser la ligne, donc faire demi-tour et faire un nouveau départ. Voilà, c'est ça. Ils ont dû, on les a vus abattre en grand. Ça veut dire ils ont arrêté d'aller de faire du près. Ils ont abattu en grand. Ils sont venus par l'extérieur refranchir la ligne pour repartir. Surnom Chacha, Charlotte Yvain. Une jeune femme de la baie de Morlaix, ambassadrice maintenant de la baie de Morlaix, qui est ici, qui regarde. Vous voyez, elle est attentionnée, Charlotte Yvain, sacrée navigatrice. Oui, parce que Charlotte, elle a commencé ici dans la baie de Morlaix avec son papa. Elle faisait les Tresco Trophées. Le Tresco Trophée, c'était même le télégramme Tresco Trophée. C'est une course qui partait de Morlaix, qui allait à Guernesey, qui allait à Perros-Guirec et qui revenait à Morlaix. Et toute petite, elle faisait ça avec son papa. Donc elle la connaît par cœur, cette baie de Morlaix. Et Charlotte, elle a franchi elle aussi un palier depuis qu'elle a intégré le skipper massif, c'est-à-dire qu'elle est professionnelle et qu'elle ne fait plus que ça. Il faut se souvenir qu'il y a 2 ans, elle travaillait tout l'hiver dans un bureau. Et forcément, lorsqu'il s'agissait d'envoyer le SPI à 25-30 nœuds de vent, le manque d'entraînement, de préparation se faisait sentir. Et là, on voit aujourd'hui que ça navigue à très très haut niveau, ça navigue très bien, ça tente des coups. Oui, ça fait partie des navigatrices. J'ai fait un sujet avant le départ de la solitaire du Figaro pour savoir si une femme pouvait gagner la solitaire du Figaro. Forcément, la réponse est oui. Évidemment. Et Elodie Bonafous et Charlotte Yvain en font partie. Et on voit que Julie Simon pointe aussi le bout de son nez. Donc c'est toutes ces femmes qui veulent faire du solitaire mais qui ont un peu peur. Mais venez, parce qu'elles sont tout à fait capables de battre les hommes à armes égales. Et puisqu'on parle des femmes, on peut saluer également la présence de Sandy Backe, l'Allemande. Médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo dans une autre discipline qu'on appelle le 49er. Alors là, ça n'a rien à voir avec la course au large. C'est pourquoi elles ont du courage de venir sur une course comme la solitaire. C'était le cas de Francesca Klapschich il y a quelques années, l'américaine. Suzanne, elle a vraiment du courage parce que lorsqu'on vient à l'olympisme, ça n'a rien à voir avec la course au large. Vous prenez votre bateau, vous faites 3-4 heures de régate et vous rentrez à la maison et prenez une bonne douche chaude à l'hôtel le soir. La course au large, c'est pas ça. Là, Suzanne, elle a passé 4 jours et 4 nuits en mer. Elle a été épuisée. À 2h30 du matin dans les cailloux, on se demande ce qu'on fait là, franchement. Oui, mais elle est courageuse et on aurait pu penser qu'elle allait être complètement larguée, comme on dit, ramasser les bouées très loin derrière, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, je trouve que c'est une femme aussi qui progresse et qui lâche pas. Elle est à Lorient, elle s'entraîne dur. On la voit sortir régulièrement. Ça finira par payer un jour. La vérité est sur l'eau. Elle met un point d'honneur aussi à apprendre notre belle langue, qui est la langue française. Ça, c'est formidable et remarquable. Le cas aussi pour David Paul, le Britannique de Just Drop. Alors 2000 nautiques pour aller jusqu'à la boîte de dégagement, ça peut prendre un petit quart d'heure. Il y a du vent, il y a de l'air. Ouais, pouvoir un tout petit peu plus selon les conditions. Il y a quand même un tout petit peu de vent, donc ça avance bien. Je suis incapable de dire si ça passe à gauche ou à droite. J'ai pas une vue d'ensemble du plan d'eau. Bien malin qui peut le dire. Nous aurons très certainement tout à l'heure une image de drone lorsque nous serons en approche
de cette première marque de parcours. Et ainsi, Philippe, on va se faire plaisir, nous ferons notre petit pointage à nous, qui ne vaudra rien de façon officielle, mais officieusement, on va vous annoncer ce que l'on voit. Autrement dit, le passage des bateaux à la bouée de dégagement, qui, on vous le rappelle, est situé à 2000. Alors, pour ceux qui découvrent les images, on voit les bateaux dans un sens et dans un autre. On appelle ça du louvoyage, on appelle ça tirer des bords, parce que, en règle générale, sur cette solitaire du Figaro-Paprec et sur d'autres courses, le départ se donne de façon perpendiculaire par rapport au vent, donc face au vent. Oui, face au vent. C'est un grand classique, c'est-à-dire qu'on met une ligne de départ, le vent est dans l'axe et vous devez atteindre une bouée qui est dans l'axe du vent. Donc tout le monde comprend bien que lorsqu'on met les voiles dans l'axe du vent, ça faseille, et ben on n'avance pas. Il faut donner un peu d'angle. Donc c'est ce qu'on appelle le louvoyage. Tirer des bords en Z. On tire des bords, c'est ce que l'on voit ici, hein, un bateau qui navigue tribord à mur, ce sont les deux bateaux de gauche, et bâbord à mur, c'est le bateau que l'on voit ici à droite, bâbord à mur, on reçoit le vent sur la gauche du voilier. Et on est prioritaire quand on navigue tribord à mur. Ah, ben, il y a aussi des priorités. Et oui, quand on ne les respecte pas, on peut être pénalisé. Lorsque un adversaire vous refuse un tribord à mur, vous pouvez réclamer et peut être pénalisé. Et des réclamations, il y en a eu sur cette solitaire des Figaro-Paprec, et moi je salue Georges Priol, le président du jury, qui est un bon juge. On a en France la chance d'avoir des très bons juges, des très bons directeurs de course. Enfin, en règle générale, la course au large française se porte bien avec des gens compétents et très professionnels. Et Georges, oui, ils ont jugé des passages en et DST. c'est pas toujours facile. Hein. Non, mais la loi, parfois, la règle est dure, la loi est dure, mais c'est la loi, c'est comme ça. Ils ont jugé des passages en DST. Julie Simon, elle est rentrée à 40 mètres dans un DST, c'est rien. Mais non, un DST, c'est une zone interdite à la navigation, enfin... En l'occurrence, pour les voiliers de la solitaire du Figaro-Paprec, c'est une zone à l'intérieur de laquelle on retrouve les cargos, les pétroliers, les paquebots, les gros bateaux. Quoi, hein, voilà. Une zone dans laquelle les voiliers ne sont pas prioritaires par rapport aux engins à moteur, ce qui normalement n'est pas le cas. Mais là, effectivement, voilà, ça arrive de commettre des erreurs et le jury a jugé et a infligé des pénalités. On m'annonce pratiquement 20 minutes avant d'arriver à la boîte de dégagement. Philippe Elias avait raison. Encore une fois, on parle un petit peu de ce que l'on voit dans le fond. On a vu de belles images de cailloux tout à l'heure. On va faire un petit peu de tourisme aussi, on en profite. Les bateaux, on les voit bien, là, ça navigue, il n'y a pas de problème. La baie de Morlaix est effectivement magnifique. Je ne sais si on aura la possibilité de voir le Fort Boyard du coin. Le château du Taureau, hélas, non, on ne le verra pas. À mon grand regret, il y a le phare de l'île Vierge. C'est des endroits absolument... L'Île-Ouette également. Oui, l'Île-Ouette qui est à côté, c'est des endroits qui sont beaucoup pris en photo. C'est absolument magnifique, c'est vraiment dans le fond de la baie de Morlaix. J'ai demandé à Yann Château pourquoi est-ce qu'il les envoyait pas là-bas. Yann, et la réponse la réponse, elle est tombée. On l'a bien vu, le départ a été retardé, trop de risque de ne pas avoir de vent et de les encalminer encore plus longtemps dans le fond de la baie. Donc du coup, il a préféré donner le départ vraiment à la sortie de baie, entre la pointe du Dibène et j'allais dire le nord de l'île Calotte, une petite île absolument magnifique dans la baie de Morlaix. Il a préféré faire ça et je pense que c'est une sage décision parce que si en plus les bateaux étaient restés tankés dans la baie de Morlaix pendant 2-3 heures, ça aurait encore ajouté à la difficulté de cette troisième étape. Je ne sais si on peut zoomer avec un drone, mais on va tenter l'exploit si l'ami Frédéric Olivier avait une possibilité de nous faire un plan sur le château du Taureau qu'il doit apercevoir. Il suffit de prendre un petit peu d'altitude avec un drone. Il est un peu loin comme. Il est un petit peu loin. Elle est grande la baie de Morlaix. On dirait pas, mais elle est grande. Hein. On peut tenter le coup. On la verra au loin. C'est un petit Fort Boyard. J'ai tendance à dire qu'il est beaucoup plus beau que le Fort Boyard. Mais c'est le château du Taureau. Ça a été construit par les Français pour empêcher les Anglais de nous envahir. Et après, ça a été une prison. Et après, ça a été une école de voile. Alors, on m'annonce qu'il y a eu une collision entre deux bateaux, entre le voilier Caporne de Longivry et le bateau de Maël Garnier. J'aime Garnier. Il y a un problème de bout d'or, visiblement, pour le voilier de Longivry. Donc une collision, oui, ça arrive, effectivement, Philippe. Et de foil également, problème de foil. De toute façon, sur un bateau, on voit bien, on voit sur le bateau de Corentin Auro, le bout d'or, c'est le truc pointu à l'avant, et les foils, c'est ce qui dépasse dans l'eau. Forcément, quand on se touche, tout ce qui Alors justement, dépasse, quelques dégâts sur le bateau de Longivry, mais je crois que c'est également le cas malheureusement sur le voilier du jeune skipper des Côtes d'Armor de Pordic, Maël Garnier. Alors ça, c'est véritablement dommage. La voile est un sport mécanique et hélas, lorsqu'on se rentre dedans, ça fait des dégâts. Même si ces bateaux sont extrêmement solides, le bout d'or, si je m'abuse, il est en carbone. Le bateau, il fait comme il pèse un certain poids lorsque vous rentrez à pleine vitesse. Allez, Loison à l'image, Philippe Elias, le Normand de Cherbourg, qui était l'un des favoris de cette 54e édition, suivi comme son ombre, c'est souvent le cas, par un autre Normand, Guillaume Pirwell. Ils ont d'ailleurs remporté le Tour de Bretagne cette année, tous les deux.
Oui, alors c'était pour moi. Sur le il voilier faisait- de la région Normandie. faisait vraiment partie des deux gros favoris. Guillaume Pirouel était pour moi le favori de cette solitaire du Figaro Paprec au départ de Caen. C'était l'homme à battre. Alexis Loison, 17e participation, 4e. Bon, il avait prouvé les courses de début de saison qu'il était aussi très très à l'aise. Et puis bah non, et ben voilà, ça veut pas. Les deux Normands sont passés à la trappe. Et on a un Laurent qui va avoir du travail, c'est le préparateur du Laurent Givry, parce qu'on nous annonce que Laurent Givry fait un retour au port pour savoir s'il peut réparer ce bout d'or pour pouvoir prétendre aller jusqu'au bout de sa mission. C'était l'enjeu pour lui, hein. Il découvrait cette solitaire du Figaro Paprec en sa qualité de bisu. Il n'y avait pas de prétention particulière, sinon de boucler la boucle et d'aller jusqu'à Piriac-sur-Mer. On lui souhaite évidemment, hein. Bien sûr. Là, on voit Alexis Loison qui descend à l'intérieur du bateau. C'est pas pour aller se faire un café, hein. C'est pour regarder la carte à quel moment il est lay line, c'est-à-dire à quel moment il va pouvoir virer pour se diriger vers la bouée de Parce que bouée de ces dégagement. marques bouées de dégagement, il faut l'expliquer à nos internautes, elles sont annoncées en latitude et longitude par le comité de course à tous les marins qui rentrent les données sur un ordinateur, hein. Et il suffit d'aller consulter l'ordinateur pour savoir à quel endroit on se positionne au moment de la course par rapport à cette barque. Après, on voit que tous ceux qui ont fait de l'olympisme ou de la régate entre trois bouées, ce qui est le cas de Guillaume Pirouel, ils ont fait ça sur des dériveurs où il n'y a pas toute cette électronique, cette informatique. C'est du feeling, on le sent, on sait que ça passe, on sait qu'on peut virer, que ça va le faire, qu'on va réussir à arriver à la bouée sans faire. Puisque le but, c'est pas de rallonger la distance, c'est de virer au bon moment. Exactement. Et ça, c'est à l'appréciation du marin et on voit que certains sont très 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 à l'aise. Oui, et très fort même. Information, Philippe, nous serions à 6 minutes de la bouée de dégagement, donc qui est la première marque au vent. Alors, qui l'on voit ici? On a un Bretagne CMB, Non, Banque Populaire. Banque Populaire, autant pour moi. Donc, c'est Corentin Auro qui est juste aux côtés d'Alexis Loison et Guillaume Pirouel, que l'on a vu ici. Les bons sont encore présents. Alors ça, c'est sur un bord, hein. C'est sur Ouais, ils sont sur le même le bord, bord ils sont bâbord. bâbord. Maintenant, sur un bord tribord, il y en a d'autres qui sont de l'autre côté. Donc, on va vérifier tout ça dans 5 minutes, approximativement. Et nous ferons, comme nous l'avons dit, notre pointage officieux, Philippe. Ouais. Alors après, il y a quelque chose qui va jouer énormément dans cette troisième étape, c'est la fraîcheur. Alors, tous les marins sont opposés. Mais il est bon de noter que... certains ont une nuit en moins. Exactement. Ce qui est le cas d'Alexis Loison et de Guillaume Pirouel. Et Donc ça peut jouer, hein. Ça Ça joue. peut C'est ce que compter, disait hein. Tom Laperche. Il me dit ceux qui ont quand même passé une nuit en moins, ils vont être... ils ont une Alors, ils une sont nuit en moins, quelques-uns, hein. Il y a qui a passé une nuit en moins, on fait l'inventaire. Basile Bourgnon, Corentin Auro, Loïs Bérard, Alexis Thomas, Benoît Mariette qui sont arrivés dans les temps, hein. Gaston Morvan également qui est arrivé tard, mais avant minuit, ça c'est important. Ouais, jusqu'à Elodie Bonafous, mais derrière, oui, ils sont arrivés. Le Chloé Lebars, Guillaume Pirouel, tous ceux-là sont arrivés vraiment, Dallène sont arrivés vraiment au petit matin ou même proche de midi. Et pour eux, c'était terrible. Donc eux, ils ont pris 15 heures, ils ont une nuit en moins. D'ailleurs, c'était assez saisissant de voir la fraîcheur de Corentin Auro le vendredi matin à venir accueillir Rasé de près, frais. Il avait après bien avoir passé une bonne nuit. Il est venu saluer ses petits camarades de jeu, exactement. Et, qui était sympa de sa part d'ailleurs, hein. Oui, et puis de voir, vous savez En voilà. aucun cas pour faire de la provocation. non du tout pour les encourager, c'était Avoir très beaucoup sympa. de compassion pour ses copains qui ont passé toute la nuit en mer, hein. Il était très ennuyé pour eux, mais c'est la course, évidemment. Il était il y avait une image qui était assez forte, c'est lorsque Tom Dolan se retrouve, tous les marins après l'étape mangent Ah ensemble. oui, il raconte tout Cette- ça. Cette image était absolument incroyable. C'est lorsque Tom Dolan découvre, en l'occurrence à la une du Télégramme, que c'est Basile Bourgnon qui a gagné l'étape. Il en reste bouche bée. Il a pris 15 ou 16 heures dans les carreaux. Et il découvre dans le journal, c'est rare comme sur la solitaire du Figaro, Oui, qu'on c'est vrai. découvre le nom du vainqueur de l'étape dans le journal le lendemain. Les images de drone de Fred Olivier, ce qui veut dire que nous sommes en approche de cette bouée de dégagement. Alors ça va être intéressant parce que non content de faire un pointage, on aura le bout de dogleg et l'envoi des spinnaker. Ça donne de belles images, Philippe, hein. Ces grandes voiles ballons, hein, de différentes couleurs. Ouais, c'est sacré C'est du manœuvre. spectacle. Ah oui, c'était une On se sacrée rend pas bien manœuvre. compte, mais ces bateaux-là, ils ont l'air d'être tout petits, tout simples. C'est Des du bateaux de boulot. 10 mètres, hein. C'est du boulot, c'est des bateaux de 10 mètres. C'est des bateaux là, il n'y a pas beaucoup de vent, mais lorsqu'il y a du vent, c'est physique, hein. C'est pas des bateaux de tout repos. Et d'ailleurs, de rappeler que tous ces figaristes sont véritablement des sportifs de haut niveau, hein. Là, oui. Alors, nous avons Philippe Hart, le skipper de Fondation de la mer Marine Nationale, bien placé, hors comme Jules Delpech,
Tous ces bateaux sont donc bâbord à mur et font partie de la troupe que nous avions tout à l'heure. Hein. On voit que Philippe Hart est en train de préparer le SPI. Exactement, ça veut dire que c'est imminent. Nous ne sommes pas loin de cette marque que l'on va apercevoir, je pense. Si on fait un plan large avec le drone, on va voir que cette bouée jaune ou orange, je ne sais de quelle couleur elle est, cette marque de parcours. Alors ici, pas facile à voir. Qui avons-nous à l'image? C'est Orcom, non? Ah, c'est peut-être bien Jules Delpech. Je vois pas très bien. Non, nous ne voyons pas très bien. Bon, on va vérifier ça d'ici quelques minutes, c'est pas très grave. Hein. On s'aperçoit qu'en tous les cas, le bateau gîte bien, ce qui signifie qu'il y a de l'air. Hein. Bonne nouvelle, il y a du vent. Un départ qui a donc été donné tout à l'heure à 14h43, ça fait un petit peu plus de 15 minutes et voilà, en règle générale entre 15 et 20 minutes pour arriver à cette marque de dégagement qui est la première bouée à respecter sur un parcours côtier qui fait donc 7000 nautiques. Ensuite, il y aura l'envoi des spinnakers et puis un retour sur cette bouée de bout de ligne avant de repartir vers Roscoff, respecter une marque qu'on appelle une bouée spectacle à la chapelle Sainte-Barbe qui sera d'ailleurs la bouée de fin de parcours côtier, la marque Paprec. Tu as vu quelque chose? Oui, alors là, Basile Bourgnon, tribord à mur, qui passe devant Elodie Bonafous, qui a été obligé, on a vu, d'abattre un tout petit peu pour laisser passer. Parce que monsieur est prioritaire. Monsieur est prioritaire, il reçoit le vent de la droite. Alors pour comprendre, les gens ils comprennent rien à ça. Il y a un truc tout simple, il faut s'imaginer que le bateau est une planche à voile et qu'on est debout sur le bateau. Si la main droite est près du mât, on est prioritaire, on est tribord à mur. Si la main gauche est près du mât, on est bâbord à mur, on n'est pas prioritaire. Tu peux le refaire? Basile Bourgnon, il est tribord à mur. On imagine que son bateau donc il reçoit le vent de sur la la droite. Son bateau est une planche à voile. D'accord. Une planche à voile, vous avez un wishbone et un mât. Si la main droite est près du mât, vous êtes tribord à mur, donc vous êtes prioritaire. De l'autre bord, vous êtes bâbord à mur, c'est la main gauche qui est proche du mât, vous n'êtes pas prioritaire. En tout cas, je vous dois combien, docteur? C'est gratuit. Moi, c'est comme ça que je fais pour m'en souvenir. Oui, une petite combine comme ça. Allez, un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. Voici cette bouée de dégagement. Marque orange. Alors, qui est en tête? Eh ben, c'est Basile Bourgnon. Déjà, Basile Bourgnon. Ah non, oh là là, non, on vient de voir apparaître Corentin Auro en bas de l'écran. Eh ben, c'est Corentin Auro. Ah bah ça y est, voilà. Bah, le match, le combat. Le match est lancé. Eh ben, là, c'est parti. Alors, il n'y a pas de route d'observation, c'est d'entrée de jeu. Et on enroule aussitôt. Et derrière, il y a Guillaume Pirouel, la Pirouel, Normandie. Voilà. Et je ne serais pas surpris de voir Alexis Loison dans le secteur, alors qu'arrive Basile Bourgnon, voilà. Edenred. Voilà. Là, c'est lancé, hein, c'est parti. Là, c'est lancé, il n'y a pas de roue d'observation, c'est d'entrée. Elle est splendide, il bombe le torse, il dit je suis là, il va falloir compter sur moi. Basile, il répond, c'est génial. Ce serait pas Hugo Dallène qui arrive ici? Oh là 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 là, ah oui, non mais il y a du monde. Un mur qui laisse un tribord à mur passer. Absolument, Hugo Dallène et Philippe Hart. C'est joli départ de Philippe Hart. Très beau départ du skipper de la Marine nationale Fondation de la mer. Il est dans le match. Le commando marine, Alexis Loison et Loïs Béréard. Bon, bah, ils sont là, hein, voilà, ils sont tous là. Et derrière, Jules Delpech, toujours dans le match, Jules Delpech. Hein. Et Elodie Bonafous qui arrive derrière, dans le coup aussi. Exactement, sur son territoire. Elle la connaît bien, cette baie. Alors, bout de dogleg, bout de sécurité, envoie des spinnakers, et comme il y a de l'air, eh bien, ça va aller vite. Hein. Et là, on retrouve notre ami Tom Dolan. L'Irlandais de Concarneau. Et ici, nous avons Benoît Tudury, qui est déjà là. Une belle surprise, ce jeune Méditerranéen. On se demandait un peu si c'était vraiment un coup de bol, sa victoire. Bon, finalement, il a été déclassé, mais non, Benoît Tudury, il était encore là sur la deuxième étape. Et s'il est encore là sur la troisième étape, il faudra quand même se dire que ce garçon, il a du talent. Banque Populaire, Région Normandie, Edenred, Philippe Hart Marine Nationale, Hugo Dallène, Alexis Loison, Loïs Bérin, Jules Delpech, Elodie Bonafous, ça va vite mais on suit, et derrière, ça va trop vite pour que l'on puisse pointer, mais bon, nous avons déjà les premiers, je les avais pas. Les premiers, c'est pas mal, hein. Nous avons vu également, alors ça c'est Charlotte Yvain, le skipper massif, un bateau de la Bretagne, l'arrière bleu peut-être bien et rose, donc nous avons ici et Victor Le Pape et Chloé Le Barst. Et maintenant, nous allons assister, et c'est le cas, à l'envoi des spinnakers. Et place au spectacle, Philippe. Voilà, là c'est mettre le pilote et puis hisser le pépin en tête de mât. On est
pas le groupe de tête là. Là, on n'est pas avec le groupe de tête. Nous sommes... voilà, c'est le bateau de la Charente-Maritime qui va te passer. Alexis Thomas, Charlotte Yvain qui passe maintenant. Mais nous aurons les images tout à l'heure des bateaux sous spinnaker. Tiens, voilà. Il suffisait de les demander. Ça, c'est beau. Magnifique. Ce à quoi nous assistons en ce moment. Donc, c'est bien Corentin Auro qui est en tête. On a deviné le château du Taureau, Serge. On l'a eu. Est-ce qu'on peut le revoir, s'il vous plaît, Frédéric Olivier, le château du Taureau, tout en voyant évidemment ces magnifiques voiliers que sont ces Figaro Beneteau 3 sous spi. Il y a de l'air, les spis sont bien positionnés, voilà, Et sont bien gonflés. Et on a du gros bras déjà devant. Ah oui, les cadors un peu de la flotte, hein, que sont Corentin Auro, Guillaume Pirouel, Basile Bourgnon, Alexis Loison, groupe réel, Philippe Hart, hein, qui fait toujours des bons départs, le skipper de la Marine nationale Fondation de la mer. C'est important de prendre un bon départ. Il est important le parcours côtier parce qu'il y a le trophée Paprec. Et pour le marin qui respecte cette marque Paprec en fin de parcours côtier, il y a une prime qui n'est pas négligeable et ça compte tout de même. Hein. Bah, ça fait toujours du bien au compte C'est une en prime banque, de hein. 2000 €, Quand on même, peut le dire. quand même, ça fait du bien au compte une en banque, dotation de et puis- Paprec, Et non, mais surtout, ça Le fait du bien partenaire aussi titre. psychologiquement. Et ça, bien sûr. comme on dit, on bombe le torse, on montre aux adversaires qu'on est là, qu'on est présent, qu'on est dans le match, qu'on est affûté, qu'on va rien lâcher. C'est ça qui est important. Voilà, Elodie Bonafous sous son Spinnaker, groupe Keguinéen La Vie en Rose, qui est une belle association. Et derrière, on a du mal à voir le Spinnaker du bateau qui est juste Elle a derrière. rien lâché, elle aussi. Elle a dit qu'elle allait attaquer, Ah, qu'elle allait crever SPA, c'est encore. Pierre Daniello qui offre la visibilité à la SPA, Société Protectrice des Animaux. C'est le skipper du type Vendée Formation. J'ai une info pour toi, tu le savais peut-être. Pierre Daniello qui va faire la Transat Jacques Vabre avec un certain Benoît Tudury sur un classe 40. Pas mal, hein. Ça devrait avancer pas mal, je pense. Orcom, Jules Delpech. Alors on voit que les spies ont un peu de mal à se gonfler, c'est Exactement. tout simplement qu'ils se piquent le vent. Les bateaux qui sont derrière piquent le vent, bateau qui est devant. c'est un Elodie peu le- Bonafou a volé le vent de Jules Delpech, c'est ça, hein. Non, tout Et à fait. peut-être bien Pierre Daniello. Voilà, plutôt. voilà. On se pique le vent, on essaye de se piquer le vent pour le doubler, tout simplement. C'est le jeu. Tout consiste à garder ce spi gonflé tout le temps pour ne pas ralentir le bateau. On voit devant que Corentin Auro, lui, pas de problème. Bon, Corentin Auro, on n'est pas étonné de le retrouver là. Hein. On n'est pas tout à fait surpris. Ce matin, il était déjà dans sa bulle. Il est monté sur scène parce qu'il fallait le faire. Il l'a fait avec un grand plaisir. Mais il était déjà en pleine concentration parce que tout se joue là pour lui. C'est une victoire sur la solitaire du Figaro Paprec et ça n'est pas rien dans la carrière d'un marin. Bah ça compte, hein. Il suffit de regarder tous ceux qui l'ont gagné, hein. On va pas les citer tous, mais ils ont gagné des Vendée Globe, des Routes du Rhum, des Exact. trophées Jules Verne, des Transats anglaises, voilà. On ne gagne pas la solitaire du Figaro Paprec par hasard. Voilà. Mais Corentin Auro, l'histoire elle est jolie parce qu'il a gagné les courses d'avant-saison, mais son sponsor n'allait pas jusqu'à la solitaire du Figaro Paprec. Et c'est en C'est regardant... Hugo Dallène, pardon, que nous avons l'image ici. Yacht Club de Saint-Lunaire. Bisu. Oui, enfin un bisu... Ah bah Bisu, c'est Bien la sûr, première fois c'est- qu'il participe à cette Ouais. solitaire du Figaro Ouais. Paprec, donc c'est un Bisu. C'est un bisu qui a Et du c'est talent. un sacré bisu, oui, comme Ouais. d'autres, hein, comme Benoît Tudury d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Hein. Oui, c'est pareil, ça fait partie des marins qu'on va retrouver devant. Ils sont en mesure de la gagner un jour, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, Philippe Hartz sur la gauche de l'écran, Marine nationale Fondation de la mer. Basile Bourgnon, Edenred juste devant la voile de la région Normandie. C'est Guillaume Pirouel et toujours en tête Corentin Auro, le skipper de Banque Populaire. Il ne faudra pas oublier aussi qu'à la fin de la course à Piriac-sur-Mer, les bonifications vont être enlevées. Parce qu'il y a des sprints bonifs. Voilà. Les organisateurs ont mis des passages un peu comme les bonifs, comme au vélo, hein, des sprints intermédiaires. Absolument. Où le premier gagne de mémoire, c'est 5 minutes, 3 minutes. 5, 3 et et 1 une. minute. Et donc là, on sait déjà que certains ont pris des bonifications et qu'on va à la fin de la solitaire, à la fin des 3 étapes, ces bonifications-là seront enlevées du temps général. Là. Voilà. Juste un peu au-dessus Nous du spi avons de vu le Corentin château Auro, du on a Taureau. le château du Taureau. Nous Voilà. avons pris un petit peu de respiration et Philippe a dit là, c'est là que ça se passe. Elle est magnifique cette baie de Morlaix. Le départ était donné tout à l'heure, le deuxième départ à 14h43 minutes, il est 15h11. Les bateaux sont sous spinnaker et rejoignent la bouée de bout de ligne hein, de départ avant de reprendre le large en De passant reprendre par le pot de une fer. marque qui s'appelle le pot de fer,
puis une marque qui est située, c'est donc la Bouée Paprec sous la chapelle Sainte-Barbe, où on nous dit que cet après-midi, il y a évidemment, et comme toujours, beaucoup de monde. D'un gros plan sur le skipper Philippe Hars, le skipper de la Marine nationale Fondation de la mer. Excellent marin, qui prend beaucoup de plaisir sur cette solitaire du Figaro Paprec, et qui pourtant, l'autre nuit, lorsqu'il est arrivé, il était évidemment déçu. Il a dit, voilà, vous voulez que je vous dise quelque chose? Ma carrière s'arrête là. Et ce matin, on l'a vu sur le podium, plus motivé que jamais. C'est ça aussi, hein. Oui, c'est un commando marine, mentalement... Commando Hubert, nageur de combat. Oui, exactement. Donc, oui, ça a beau être un commando, c'est un être humain, il peut être déçu, mais il a vite repris le dessus. C'est quelqu'un qui est fort psychologiquement, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher, qui revient à la compétition après une carrière commando. Bien sûr. Il a fait du laser, il a navigué notamment avec Adrien Hardy. C'est quelqu'un qui, moi je me demandais au début, mais qu'est-ce qu'il vaut ce gars-là, a vite compris qu'il était très bon et qu'il savait parfaitement naviguer. Voilà, il est avec Corentin Auro, il navigue très très bien. Alors, est-ce qu'on est loin, Philippe, de cette marque qu'on va appeler maintenant la marque Sous le vent? Peut-être 5-6 minutes. Parce qu'évidemment, sous Spinnaker, on va de toute évidence plus vite qu'auprès. On a vu là que ça empanait un tout petit peu, donc c'est pareil, on va pas tout droit. Les spies asymétriques donnent des trajectoires un peu différentes. C'est-à-dire qu'on descend, on zigzague aussi pour descendre à la marque, comme on a zigzagué pour monter à la bouée au vent. Voilà, Corentin Auro qui observe à gauche, à droite, qui observe le plan d'eau, voir ce que font les autres, et en fonction de quoi il réagit. Alors, que fait-il en ce moment? Bon, il regarde un petit peu le vent, il regarde ses voiles, il observe autour de lui. Quel marin, ce Corentin Auro. Et ouais, là, on garçon va voir. Talentueux et particulièrement sympathique, franchement. Hein. Oui, on n'est pas surpris de le voir là, Corentin. On est content de le voir là déjà, parce que comme je disais, il a deuxième de la solitaire en 2014. Hein. Oui, il était très déçu de sa dernière solitaire l'an passé. Il était favori, il avait fini 13e et il avait fait un break parce qu'il avait vraiment pris un gros coup sur la tête. Il a travaillé avec un préparateur mental pour savoir comment est-ce qu'il devait aborder les courses, sans pression, sans trop parler aux médias. Et on voit que ça paye, Et il a eu la chance surtout de pouvoir trouver Banque Populaire, l'un des sponsors dont tous les marins rêvent, pour être au départ de la solitaire du Figaro Paprec. Alors, juste derrière, alors que nous sommes à moins de 5 minutes de la bouée sous le vent, nous avons le bateau Média. C'est important de préciser, qui est équipé par Florian Guéguin. C'est un bateau sur lequel on a vu également sur la première étape l'ami Bob Escoffier, le célèbre Malouin. C'est à bord de ce bateau qu'il y a Serge Messager, l'envoyé spécial du Figaro, l'Orphée, mais également Fred Olivier pour la production NEFSI, et Alexis Gourcou, le photographe officiel de la course. Ça nous permet d'avoir des informations de façon régulière, ça nous permet de consulter le site internet, de voir les images, les photos, les reportages. Ce qui est génial, cette course, c'est qu'on a un photographe embarqué qui nous envoie des pépites, des photos absolument magnifiques. Et on a l'équipe de NEFSI qui filme et nous envoie des PAD, des prêts à diffuser tous les jours à nous, médias, avec des résumés faits par Clara Gestin. Il n'y a pas d'autre course. Toi qui es journaliste, ça te sert évidemment? Bien sûr que ça nous sert pour illustrer les papiers que l'on fait. Bien sûr qu'on reprend les vidéos faites par NEFSI, qui sont de qualité, avec un commentaire. On n'a qu'à les mettre en ligne. On voit très bien que les audiences sont meilleures lorsqu'on a ce genre de produit-là. Il n'y a pas beaucoup de courses où on a... Franchement, la voix de Clara Gestin. C'est une professionnelle de l'image. Elle connaît la voile, elle connaît très bien son sujet. Elle est passionnée surtout. Et c'est ça qui est important. C'est l'une des rares courses où on a ça. On a cette production d'images, à la fois de photos et vidéos. Et c'est l'un des rares sports où on peut interviewer, pendant qu'il fait son sport, un sportif de haut niveau. C'est ça on ne va pas poser une question à un coureur cycliste dans l'Alpe d'Huez. Là, on peut interroger par VHF un marin qui est à proximité du bateau Média, Philippe. C'est pour ça que je continue à faire ce métier-là, parce qu'il y a une accessibilité dingue des sportifs. Dans le football, c'est pas possible. Une interview de Mbappé, vous attendez 2 ans pour l'avoir, et encore, vous l'aurez peut-être jamais. Là, vous voulez avoir un marin en mer, vous l'appelez, il répond, il est sympa. Même s'il n'a pas dormi, il est capable de répondre. C'est quelqu'un également à l'arrivée d'ailleurs, hein. Et quelle que soit l'heure. Parfois, ils arrivent, ils n'ont pas dormi, ils ont dormi à peine 3-4 heures par 24 heures, et on leur saute dessus, on leur pose des questions, des analyses. Et ils pourraient nous envoyer promener, jamais. Est-ce qu'il nous reste des images à proposer à nos internautes sur Durangy, oui ou non? Ok, on recharge les batteries pour tout vous dire du drone. Eh ben oui. On en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours parce qu'il faut un petit peu d'énergie pour faire voler ces drones qui nous donnent évidemment des images extraordinaires. Ça fait une demi-heure tout juste, Philippe Elias, que le départ de l'ultime et 3e étape de la solitaire du Figaro Paprec a été donné.
Est-ce qu'on peut éventuellement remettre à l'image la cartographie de l'étape numéro 3 afin qu'on puisse l'expliquer? Il n'est plus actualisé. Alors on peut en parler tout de même. On a la mer d'Iroise. On a Voilà, on a la Manche. Il va falloir longer les côtes absolument. Et ensuite, tirer des bords dans les cailloux. Voilà, on a le parcours ici. Voilà, donc là, ils vont tirer des bords jusqu'à l'occidental de Saint. J'ai du mal à voir le tracé. Ah oui, et donc après ils vont abattre pour se diriger dans le golfe de Gascogne. Donc une première traversée du golfe de Gascogne. Un long tronçon déjà. Un long tronçon où il peut se passer des choses. Tom Laperche me disait qu'il se posait la question de savoir si ça valait le coup d'aller tirer des bords le long des côtes bretonnes et bénéficier de ce qu'on appelle les effets de site, des accélérations du vent, ou rester plus au large, avoir un vent peut-être plus frais, mais pas d'accélération. Tout le jeu va consister à ce que c'est le long des côtes ou est-ce que c'est au large. Eh ben, nous verrons le choix des marins et puis une marque à respecter au niveau de la Gironde et un retour du côté de Piriac-sur-Mer, terme de cette 54e édition. 470 000 nautiques et un retour avec les images du drone et Banque Populaire toujours en tête. Nous sommes en approche de la marque au vent, me semble-t-il. C'est Corentin Auro qui a l'avantage et Philippe Artz qui nous fait quelque chose de très bien, qui est en deuxième position visiblement. Hein. Ouais, il est bien alors positionné. On ne voit pas les spies rouges de Denred et de la Normandie. Hein. On voit que ça le voit. Oui, absolument. Donc ça veut dire qu'il y a eu des empannages. Ça empanne, c'est ça exactement, les empannages pour descendre à la marque. Est-ce qu'on la voit la marque? On voit que ça arrive aussi par... Voilà, ça je pense que c'est Pirwell. Et voilà la marque de parcours. Formidable. Nous allons faire à nouveau notre pointage. Là, Corentin Auro qui était en tête tout à l'heure aura très certainement l'avantage encore une fois à cette deuxième marque de parcours, la bouée sous le vent. Si je ne me trompe pas, il est tribord à mur et les deux spies rouges sont bâbord à mur. Donc il est prioritaire. Elle est belle cette image. Voilà, Guillaume Pirwell qui voit devant son étrave le passage du voilier Banque Populaire de Corentin Auro. Alors il y aura très certainement l'affalage des spies d'ici quelques instants. Oui, ils n'attendent pas le dernier moment pour l'affaler, parce qu'il faut quand même affaler ces spies-là et repartir au près, reborder la grand voile, reborder le génois. Ça n'arrête jamais. Oui, là il n'y a pas de vent donc ça va aller, mais on a vite fait de... Le SPI est en train d'être affalé sur le Banque Populaire, il va laisser cette marque sur la gauche à bâbord. Hein. Il va empanner, repartir, il va l'enrouler à bâbord et il va repartir au près, voile bordée et derrière ils vont faire exactement la même chose. Il est en tête Corentin Auro et il dispose de quelques longueurs d'avance, a priori sur Guillaume Pirwell. Voilà Basile Bourdion, on range le spinnaker également. Tout ça c'est du travail, tout ça c'est du sport mine de rien, tout ça c'est de la fatigue qui s'accumule. Il est en train de l'affaler mais il n'a pas choqué la drisse, donc le spi ne descendait pas, il était encore bloqué en tête de mât. Et du coup il est sorti de l'écran, il va rallonger la route, il va perdre du terrain. Il y a un petit peu d'avance, Corentin Auro, c'est insignifiant mais ça compte tout de même. Derrière je crois que c'est le voilier de la Normandie, c'est exactement Guillaume Pirwell. Qui va donc passer en deuxième position, pardonnez-moi, derrière Corentin Auro, cette bouée sous le vent. Philippe Artz, c'est troisième. Skipper de Fondation de la Mer, Marine Nationale. Donc on voit Basile Bourdion qui a eu du mal à affaler son spi, qui revient avec le génois un peu en vrac. Il est tribord à mur, donc on voit que Guillaume Pirwell l'a laissé passer. Là il va enrouler la bouée, repartir auprès. Il a un peu raté sa manœuvre d'affalage de spi, le Basile. Bon, il en faut plus pour le déstabiliser. Alors nous allons tenter de voir qui passe en quatrième position. C'est Basile. Ah bah c'est Basile justement, c'est le skipper d'Edenred, bien joué. C'est Basile Bourdion. Là, il n'a pas bordé son génois, il range son spi. Et on ne peut pas tout faire non plus en même temps. Hein. Il est pourtant physiquement impressionnant, à 21 ans. 1m96 le garçon. Hein. Oui, moi je suis très impressionné par Basile Bourdion cette année. Là. Tom Laperche m'a dit en 6 mois, il a progressé, il a franchi un cap. Basile me disait que lorsqu'il faisait du mini, en fait, il ne savait pas faire du bateau. Il a intégré le pôle Finistère course au large où il a appris à régler. Il a déjà appris à régler un bateau, à le faire avancer. Et on voit derrière Basile Bourdion, Loïs Béréard, Alexis Loison. Ça, c'est le bateau de Pierre Daniello, Team Vendée Formation SPA. Un jeune qui est dans le match également, un bisou encore une fois. Or comme Jules Delpech visiblement derrière. Oui. On a bateau de la Bretagne qui est en approche. Et ici, Chloé, le Bars, non? Nous avons Smurfit, Kappa Kingspan, Tom Dolan. Et ça c'est Hugo Dalen, du Yacht Club de Saint-Lunaire. Il passe dans les 5, 6, 7 premiers.
Bah voilà, toute la flotte est en train de respecter cette marque sous le vent. Vont aller chercher, auront l'obligation de laisser le pot de fer, hein, qui est une Cardinal Est, je crois bien. Oui. Cardinal Est sur leur bâbord, ensuite prendre la direction de la chapelle Sainte-Barbe. Nous ne dirons pas jusque-là pour la retransmission. On va rester une petite dizaine de minutes ensemble encore, Philippe Péliès, pour commenter ce que l'on voit. Du beau spectacle en baie de Morlaix, du vent, juste ce qu'il faut pour pouvoir lancer les hostilités. Et on voit que la bagarre soit belle, évidemment, sur cette troisième étape. Il y a déjà un petit peu d'écart. Mais comme souvent sur les parcours, hein, certains sont très à l'aise entre trois bouées, d'autres un peu moins. Ouais, il va falloir garder de la fraîcheur pour cette troisième étape. Le physique, le mental, bien sûr, mais ils sont fatigués. On l'a vu sur les pontons, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Elle va être très dure, Philippe, cette troisième étape. Il n'y a que 3 étapes, certains s'en plaignaient, mais la première faisait plus de 600 000, la deuxième a fait un petit peu moins de 600 000, celle-ci fait un peu moins de 500 000. En solitaire, c'est quand même 3 jours, 3 nuits, voire 4 jours, 4 nuits. Lorsque vous enchaînez ça sur 15 jours, 3 semaines, ça tire sur le physique et c'est dur. Et on se doute que certains vont avoir du mal à finir cette étape. Alors une petite information de la direction de course, si des internautes qui habitent à Roscoff regardent nos images en ce moment, le passage du côté de la Bouée-Paprec, donc au niveau de la chapelle Sainte-Barbe, est prévu aux alentours de 16h. Initialement prévu à 15h30, mais comme il y a eu le retard, c'est donc 16h que les bateaux passeront au niveau de la Bouée-Paprec, qui est située juste en dessous du promontoire de la chapelle Sainte-Barbe. Nous n'irons pas jusque là-bas. Le drone qui balaie la flotte des Figaro Beneteau 3 qui vont prendre le large d'ici quelques heures, la mer d'Iroise. Les marins vont très certainement peu dormir la première nuit. Pas dormir du tout. Ou pas dormir du tout. Ou alors par petites parce que tranches, ça peut se jouer en mer d'Iroise déjà. Hein. Oui, peut-être les premières options. Ouais, ça peut se jouer d'entrée dès la première nuit ou dès lundi matin. Ils vont dormir par petites tranches. Vous savez, le fameux titre que le veilleur gagne. Lorsqu'on dort pas, on est au réglage, on fait avancer le bateau et lorsqu'on dort, on est sous pilote et forcément on va peut-être un petit peu moins vite. Là, il faudra vraiment ne pas dormir ou alors dormir très très peu le long des côtes de la Manche. Mais déjà là, au départ, on voit qu'après la bouée spectacle, ils vont laisser notre bouée, notre marque s'appelle Astan. Et s'il n'y avait pas eu cette marque-là, on aurait pu assister à une image de carte postale avec les bateaux qui auraient pu passer entre Roscoff et l'île de Bas qui est juste à côté dans un chenal qui est absolument superbe. Absolument. Là, la marque est obligatoire. La marque est obligatoire donc il est hors de question de passer entre la côte et l'île de Bas. Ah oui, il y a de l'air, hein. Le constatons ici avec le voilier qui est ici. On a du mal à identifier. Ben non, c'est Elodie Bonafou tout simplement, hein, qui peur de Quai Guinère, la vie en rose. Elodie Bonafous qui est sereine parce qu'elle a un programme minimal jusqu'à 2028. Tu le sais, Philippe, hein, elle a encore avec le Vendée Globe. Exactement, elle a encore une autre saison à faire en Figaro. Donc moi, elle m'a dit, je sais que je suis capable de la gagner. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. J'ai encore on la reverra. Et elle a un projet Vendée Globe avec un bateau neuf en construction pour le Vendée Globe 2028. Donc forcément, lorsqu'on a ce genre de projet-là avec de jolis petits bébés qui vous attendent, un joli bateau neuf sur le Vendée Globe qui est quand même son rêve, on est assez sereine et tranquille. On voit qu'Elodie est très, 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 très sereine sur cette course et elle n'a pas dit son dernier mot. Moi, je pense qu'elle va attaquer, qu'elle va pas lâcher l'affaire et elle a très envie de monter sur le podium. Je pense qu'elle en est tout à fait capable. Alors, on a une information concernant les dégâts qu'il y a eu tout à l'heure. Collision entre Laurent-Givry et Maël Garnier. Donc Laurent Givry, visiblement de retour au port pour réparer ce qu'on appelle le bout d'or. C'est l'espoir qu'il y a l'étrave du bateau. Quant à Maël Garnier, il continue avec des dégâts sur les balcons arrière et peut-être bien un trou sur le pont. Bon, visiblement ça n'empêche pas de continuer. D'ailleurs, il est à l'image ici. Maël Garnier, le skipper de J'aime Garnier avec des partenaires de la baie de Saint-Brieuc. Donc ça, évidemment, c'est dommage, mais ça fait partie du sport. Hein. Manifestement, c'est lui qui s'est fait rentrer dedans parce que c'est le balcon arrière et qui a été percuté par le bout dehors de l'autre bateau. Donc souvent, les dégâts sont plus importants. Alors la casse principale de Laurent Givry, ce serait bout dehors, mais feuille également. Là. Ouais. Ça veut dire qu'il faut changer l'appendice. Hein. Mais ça se fait pas en 5 minutes.
Non, mais il ira au bout de la mission, Laurent Givry, parce qu'il a vraiment envie d'aller pour sa première édition, participation plus précisément, à Piriac-sur-Mer. Donc ça veut dire que le bateau est attendu d'un instant à l'autre du côté du port du Bloscon. Et là, on voit Elodie Bonafous, en fait, qui elle est sous pilote. Elle est au réglage. Elle est sous le pilote automatique. Elle n'est pas à la barre. Elle va peut-être reprendre la barre, mais elle n'est pas à la barre. Là. Donc, ils ont maintenant sur ces bateaux-là des pilotes qui, pas dire qu'ils barrent mieux que les humains, mais dans certaines conditions, il faut savoir aller se reposer, lâcher la barre et aller dormir. Voilà de belles images que nous découvrons en baie de Morlaix avec le départ de la solitaire, enfin de la dernière étape qui était donnée il y a pratiquement 45 minutes maintenant. Philippe Eliès, image de drone de Elodie Bonafous, ambassadrice de la baie de Morlaix, formidable navigatrice, et 31 autres marins navigateurs ou navigatrices qui vont naviguer contre elle et avec elle en même temps sur une route de 470 000 nautiques. Et nous connaîtrons évidemment à Piriac-sur-Mer et le nom du vainqueur de la solitaire du Figaro Paprec, mais également le nom du champion de France. Tout à fait. Mais il se peut d'ailleurs que le vainqueur de l'étape soit le vainqueur de la solitaire. C'est arrivé l'an passé avec Tom Laperche, qui était deuxième au général avant la dernière étape et qui a mis tout le monde d'accord sur la troisième. Alors Philippe, les papiers, prochains papiers sur le Télégramme, le journal demain, que va-t-on lire ? Eh bien, on va lire du Tom Laperche, justement, parce que j'ai trouvé intéressant, moi, d'appeler Tom ce matin pour avoir un peu son analyse et son regard sur cette troisième étape et sur un peu les forces en présence et dans quel état d'esprit on est, qu'est-ce qui va faire la différence. Et c'était intéressant. On voit que Tom est toujours absolument à fond et passionné par cette course. On l'a dit au début de cette retransmission, il avait presque envie d'aller sur l'eau avec ses petits camarades. Là, il y a du jeu, il va se passer plein de choses. Donc on va lire du Tom Laperche demain. Et après, on va lire des sujets peut-être sur le pôle Finistère course au large. Pourquoi c'est encore toujours une référence. Voilà, et parmi les marins du pôle Finistère course au large, il y a un certain Gaston Morvan. Son bateau est sous pilote automatique, s'agite, ça file, ça va bien. Et c'est sur cette image que nous allons nous quitter. Philippe Eliès, c'était sympa ce reportage. Merci. C'était une première. Une première pour moi, c'est jamais évident de sortir de sa zone de confort. Mais merci Serge parce que c'était sympa à faire. Ah bah Serge et les autres, toute l'équipe de NEFSI que nous saluons. Bien On sûr. salue Gaston Morvan qui est à l'image et tous les marins de cette solitaire du Figaro Paprec qui vont encore une fois nous faire rêver. Et grâce aux journalistes comme notre ami Philippe Eliès, nous allons pouvoir lire de très très belles histoires. La course continue, vous pouvez la suivre évidemment sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la course. Et évidemment, c'est chronophage, mais que c'est intéressant, la cartographie. Bonne fin de journée à toutes et à tous et on se retrouve en direct à Piriac-sur-Mer pour vous commenter l'arrivée. Merci de votre attention. Salut Philippe, merci. Salut Serge.